les femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, elles ont besoin de sentir qu'elles donnent. Mais quand elles donnent, elles ne le donnent pas en vain. Elles donnent pour sentir et avoir une satisfaction de se dire que je suis utile et que les gens ne pourront pas m'abandonner. La peur du rejet est tellement importante qu'elles se sentent obligées de sacrifier tout ce qu'elles ont pour attirer de l'amour, et finalement c'est comme si elles vendaient leur amour. Et le jour où tu ne fais pas ce qu'elle veut, ben en fait elle le prend comme un rejet ultime, comme une confrontation et comme un abandon. Donc l'amour qu'une femme peut donner à un homme, c'est le respect et l'admiration. L'amour qu'un homme reçoit d'une femme, si on veut parler d'un langage de l'amour universel pour un homme, c'est le respect et l'admiration. Quand une femme prend les devants, quand elle est trop dominante, quand elle veut toujours aider, quand elle veut toujours... Même si au départ il vous dit d'aider, c'est parce qu'il ne sait pas. On n'aide pas, on soutient. Parce que si vous lui volez le privilège de le faire par lui-même, il deviendra votre ennemi. Et il vous reprochera finalement inconsciemment toute sa vie de ne pas l'avoir laissé briller comme il le devait. Donc, au lieu d'être la personne qui se sacrifie pour l'autre, soyez plutôt dans une démarche de l'encourager et de lui rappeler à quel point il est fort, il est puissant et qu'il peut trouver n'importe quelle circonstance, il peut trouver n'importe quelle solution. Vous serez plus utile à faire ça. Vous serez plus utile en fait à lui rappeler sa puissance et la capacité qu'il a de régner. Donc le langage universel, parce qu'on parle de langage de l'amour, il n'y a pas 50 000 langages. Le langage universel pour un homme au sujet de l'amour, c'est le respect et l'admiration de la femme. Si la femme ne le respecte pas et ne l'admire pas pour le rôle qu'il est censé jouer, et bah à partir de cet instant-là, c'est gâté. Et il ira toujours voir ailleurs. La plupart des cas de tromperie, quand vous allez regarder, vous constaterez que c'est des déséquilibres énergétiques. Je vous en avais déjà parlé. Donc quand un homme, il a la posture d'un fils dans une maison parce que la femme, au lieu de l'encourager, elle veut faire à sa place, et bah c'est ce qui se passe et vous vous retrouvez avec ce que vous appelez des garçons princesses. En réalité, il n'y a pas réellement de garçons princesses parce que ces gars-là qui pour vous ne font pas, ils se lèvent demain et ils font 10 fois plus pour une autre parce que l'énergie de l'autre ne leur donne pas d'autre choix que de s'adapter à ça. T'as des mecs qui vont ramener des meufs à manger n'importe où et t'en as d'autres qui vont se dire je peux pas la ramener là-bas. Ça se voit qu'elle peut pas aller là-bas. T'as même pas besoin de justifier. Ça se voit. En fait, il va se dire vas-y, ça c'est pas de son niveau. T'as pas besoin de parler. Il y a des meufs qui se mettent sur internet pour vous dire ouais, je vais vous apprendre l'art de demander. Mais il n'y a pas d'art de demander. La demande, elle est dans ta fréquence. La vraie demande, c'est ce que tu renvoies. Et c'est pas une question de beauté, parce que tu as des meufs, elles sont super jolies, super canons, super, qui correspondent aux stéréotypes qu'on attend des femmes ou autre chose. Mais qu'est-ce qu'elles sont pauvres, on les ken pour moins de 100 €. Elles se font prendre par tous les trous, excusez-moi du terme, pour rien du tout en fait. Vous voyez? Il suffit qu'on les mette dans un hôtel de luxe, ça suffit. C'est pas ça, la féminité. C'est pas ça. Si t'es face à un homme qui ne ressent pas l'envie de construire une forteresse pour te protéger, c'est que tu n'es pas dans ton féminin en fait. Si tu n'es pas face à quelqu'un qui a envie d'être là pour toi, qui a envie de te préserver comme s'il devenait ton repère, parce que finalement quand on dit qu'un père repère, vous voyez ou pas? Et bah, si tu es face, parce que la dimension de pourvoyeur, les gens, ils regardent que l'aspect financier. Il n'y a pas que l'aspect financier. Tu peux être avec un gars qui te donne de l'argent et il te prend tout. Mais comme les chèvres de Babylone qui sont sur TikTok racontent n'importe quoi, bah en fait, vous regardez que la dimension financière parce que la plupart des femmes se considèrent comme des prostituées. Elles n'assument juste pas leur rôle de prostituée. Mais la seule chose et le seul type de relation qui conclut un échange matériel et uniquement matériel, c'est de la prostitution. Si maintenant on parle d'une relation où on parle d'un échange affectif, matériel, spirituel, émotionnel et consort et physique, là on parle d'une relation qui se construit sur des bases. D'accord? On parle d'autre chose. Mais si la seule monnaie d'échange dans la relation n'est que matérielle, c'est que t'es une pute. You listen to me or not? Parce que si c'est un garçon qui dit ça, vous allez dire que non, ils essayent de vous condamner. Donc je vous dis, comment vous devrez vous traiter. Si vous-même, en tant que femme,
t'as un gars, il t'appelle une fois, comme ça, dans le mois. Il te ramène dans un putain d'hôtel. Tu peux juste te snapper comme une petite chèvre qui a juste besoin de prouver que tu vas dans des beaux endroits parce que t'en as tellement manqué étant enfant et que tu ne t'es jamais peut-être autorisé toi-même à t'offrir ça. Donc, il te ramène dans un hôtel que tu aurais pu te payer toi-même. Et il te ken dans cet hôtel par tous les trous. Et en plus, tu pratiques des choses que tu ne devrais pas, qui peuvent t'emmener en enfer si tu meurs demain. Mais bon, tu t'en fous. Et tout ça, il va t'acheter un petit sac ou un petit truc pour te mettre à l'aise. Et ça suffit assez. Et après, toi, tu rentres chez toi bredouille. Tu retournes dans ton enfer quotidien où ta vie, elle est minable. Tu conduis une voiture minable. Tu manges des repas minables. Tu dors dans un lit minable. Tout ce que tu... Non, je ne crois pas en enfer, mais c'est une manière de dire qu'a dit ça. Et tout ce que tu vis est minable. Et finalement, le seul moment où tu expérimentes ce qu'il y a de beau et de bon, eh ben, c'est quand tu es au contact de cet homme, mais c'est toi qui vas tomber en dépendance. C'est pour ça qu'il y a des michtos qui sont devenus les meufs les plus amoureuses des couples. Il y a des meufs qui ont pris des gars en tentant de les michetonner. Et puis après, elles sont tombées dans le piège. Parce qu'il y a des gens qu'on ne manipule pas, en fait. Vous savez, il y a des hommes qui savent que tout ce que tu veux, c'est de l'argent. Donc, ils se disent que pour t'avoir, ils vont vraiment te donner... qui vont te donner juste de l'argent pour t'attirer. Et quand tu vas arriver et que tu seras accro à ce type de vie ou d'expérience, ils vont te renfermer. C'est pour ça que j'ai toujours dit à mes petites sœurs, quand vous êtes dans la vingtaine, vous ne devriez pas être concentrés sur des bangalas. Vous devriez être concentrés sur votre vie, sur réaliser vos rêves. Allez dans les pays que vous devez aller, vivez ce que vous avez besoin d'expérimenter, que personne ne vient vous choquer. Il n'y a pas un garçon qui peut aller me mettre dans une maison et puis ça va me choquer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai pas vu? Alors, je peux le valoriser, je peux lui donner le respect. Moi, mon mec, je lave les pieds, en fait. J'en ai rien à faire. Mais il n'y a rien qui puisse, aucune circonstance qu'il peut créer pour me dominer. Ça veut dire que soit je le reçois comme un acte d'amour, soit je ne le reçois pas. Mais c'est pas genre, tu vas me ramener quelque part pour après, tu commences à me soumettre, à me dire, ouais, si tu continues à parler, je te coupe les vivres. Mais t'as pété les plombs, quoi. En fait, comme je suis là, si je veux, j'achète la maison et je te vire. C'est moi qui décide d'être sur la place du passager parce que j'en ai envie. Parce que j'estime que c'est mon rôle. Parce que j'estime que c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Que comme ça qu'on peut avancer, que chacun joue son rôle. Mais c'est pas parce que je suis sur la place passager que j'ai pas le permis de conduire, en fait. C'est pas parce que je suis sur la place passager que je peux pas m'acheter la voiture. Je peux vraiment l'acheter. Je choisis simplement de te laisser le droit et comment on appelle ça, le pouvoir de le faire, parce que c'est ce qui te fait te sentir bien. Et ça, c'est ce que les femmes, quand tu les écoutes avec leurs techniques et leurs conseils de manipulation à 2 francs CFA, mais putain, des conseils de michto éclatés au sol, que ça se voit qu'elles mangent même pas à leur faim. Tu vois, moi déjà, t'es une michto, t'habites en banlieue, t'es une fausse michto, en fait. Tu comprends? Parce que si tu es vraiment une bonne michto pour de vrai, ta vie, elle est colossale. Ça veut dire que du 1er au 31, you manges the life. Mais si tu es là, tu es une michto, tu habites au fin fond de je ne sais où, et que c'est une fois dans le mois que tu vas sur Paris quand tu vas rencontrer ton petit donneur, tu es une michto éclatée au sol. Ça veut dire que mieux, tu vas bosser. Mieux, tu vas bosser. Tu vois? Ne prenez pas des péchés pour rien. Prenez des péchés utiles. Voilà, prenez des péchés, t'es une michto, on t'achète des terrains. Tu comprends? Une bonne michto. Mais toi, t'es une michto, on te ramène au restaurant, on te ramène à l'hôtel. On fait quoi avec ça? Et vous remarquerez que ces filles, les hommes n'investissent jamais dans leurs projets. Parce que la raison pour laquelle l'homme est allé vers elles, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ils ne les estiment tellement pas comme étant des alliés et des partenaires, comme on dit. Vous voyez, dans les relations où tu es avec ton gars, vous êtes là, on est des partenaires de crime. Ça veut dire que tu sais que là, on construit ça. Quand il a un projet, il t'en parle. Si ton gars là, et je vais vous donner un conseil, mes chères sœurs, si la personne avec qui tu es ne peut pas venir te demander un conseil sur le business qu'il a en cours ou sur sa vie, c'est qu'il faut te revoir. Tu comprends? Faut te revoir parce qu'il n'y a pas que les fesses qui comptent. On a vu 50 ans de femmes qui pensent que c'est que les fesses qui font. C'est pas que les fesses. Si
quelqu'un, si tu es avec un homme et qui peut pas venir simplement s'asseoir et te dire, tu penses que je devrais faire quoi? Tu penses que je devrais mettre mes pieds dans quoi? Est-ce que quand toi-même tu regardes, est-ce que ça te parle? Ou qui peut pas venir te expliquer ce qui s'est passé dans son travail parce qu'il estime que tu es tellement intellectuellement faible que tu ne pourrais pas le comprendre. Quelle honte! Quelle honte! Excusez-moi, quelle honte! Si le seul langage que vous pratiquez, c'est le sexe, c'est la honte. Donc, on a des Katsumi qui se mettent sur les TikTok pour expliquer aux gens, oui, tu le prends, tu le retournes, tu fais ceci, tu fais cela. Excusez-moi, bonsoir tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. Le plus grand de tous les aphrodisiaques, et je vous ai déjà dit, c'est l'énergie. Vous voyez, quand une femme, là, elle est vraiment dans sa puissance féminine, elle a une énergie que mon frère, même si tu cherches à décupler, tu ne trouves pas. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Il y a des hommes qui sont dans le live. Il y a des femmes qui ont une énergie sexuelle qui est tellement forte que quand ils rentrent à l'intérieur, tout est chaud. On dirait qu'on est dans de la braise. Et il y en a qui sont tellement déconnectés de leur corps que même si on rentre là, c'est comme si on était rentré dans une tombe. Tu peux mettre tous les aphrodisiaques du monde que tu veux, ça ne change rien. Coucou Erin. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? C'est fade. Alors qu'il y en a qui sont là, étoiles de mer du 1er au 31. Mais le gars, il rentre dedans, il a l'impression qu'il est rentré dans un vaisseau spatial. Il est... Il pète les plombs, il rentre comme ça, son esprit, il tourne dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré dans un vaisseau. Le vaisseau était dangereux. C'est pas une histoire de « Oh non, mettez le parfum à gauche, mettez le parfum à droite. » Oui, ça contribue. Si tu es sale aussi, c'est mauvais. Parce qu'on va pas venir à l'intérieur et puis il y a des odeurs de camembert qui en sortent. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas vous concentrez sur le physique. Or, il faut commencer à l'intérieur de soi. Il y a une énergie qu'une femme a quand elle est connectée à son ventre. Elle devient un coffre-fort secret. C'est-à-dire que même lui, quand il rentre, il sait qu'il sort, il trouve une réponse à sa vie. C'est comme si tu enlevais toutes les chaînes sur son corps. Il faut tout vous expliquer. Et ça, la seule manière d'atteindre ce degré, cette fréquence, pour pratiquer ce que les anciens appelaient la sexualité sacrée ou tantrique, ce degré où tu apportes, en fait, tu arrives à un niveau où la relation charnelle devient nourrissante et vibratoire, je vous dis que ce n'est pas à coup de e-book à 9,50 € où on vous explique les 9 règles pour devenir une femme fatale. C'est de la merde. C'est de la merde. La seule chose que vous allez faire, c'est tomber sur c'est le terme que les Indiens ils utilisent, Zéclé. Tomber sur des petits psychopathes qui vont venir jouer et vous allez jouer un jeu de dominant-dominé. C'est ce que vous voulez. L'harmonie, ça se crée à partir d'un état que vous êtes censé ressentir à l'intérieur de vous. Et j'en reviens justement à ma deuxième analyse. Vous voyez au niveau de l'énergie sexuelle, quand une femme a le yang en excès, même ses traits deviennent beaucoup plus forts. Vous vous rappelez l'année dernière comment j'étais très fâché sur TikTok? Et ben mes traits, ils étaient ancrés. J'avais des traits durs, j'avais des traits fermes en fait. Mon corps, il était rigide. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le yang, il était en excès. Quand le yang, il est en excès chez une femme, elle développe en fait, même ses mains, même ses doigts, même son corps, en fait, son ossature musculaire se gonfle et elle prend plus de muscles. Elle est plus je sais pas comment vous dire, imposante. Vous voyez? Là, je disais que pour les personnes qui me suivent, qui sont des créateurs de contenu, pour les personnes qui me suivent, qui sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou porteurs de projets, ou même vous avez une association ou autre chose, arrêtez de chercher toujours à vouloir satisfaire les attentes des uns et des autres. Soyez juste vous-même. Pour toute personne créative, en fait, le fait d'être créatif, ça veut dire que vous êtes censé sortir de la norme.
Et quand vous prenez votre créativité et que vous essayez de l'adapter à ce que la société étant dans la dualité attend, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ceci, ça c'est cela, parce que finalement, c'est des personnes qui vibrent dans cette dualité qui ont besoin de remarquer la dualité chez les autres. Mais quand vous sortez en fait de cette chose-là et que vous arrêtez de vouloir manipuler ou rendre votre présence mécanique, et ben qu'est-ce qui se passe en fait? Vous vous ouvrez au champ des possibilités. Et dans ce champ des possibilités, toutes les personnes qui attendaient de vous que vous correspondiez à leurs attentes, et ben qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là partent et ensuite d'autres gens arrivent. Et ça, je peux le voir parce que même, par exemple, moi, au niveau de TikTok, et ben au début, j'étais tellement dans la dualité avec moi-même et avec plein de choses, et ben j'avais tout le temps des gens qui venaient m'attaquer. Tout le temps. Ça veut pas dire qu'il va plus en avoir. Mais pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, je pense que vous avez remarqué qu'il y a une grosse différence sur le plan de la bienveillance dans les personnes que j'avais l'année dernière. Et maintenant, on voit vraiment une différence. Mais c'est en accord et c'est aligné avec mon état. C'est-à-dire que plus j'ai travaillé sur moi à me sentir bien avec moi-même, plus j'ai commencé à me sentir bien dans ma peau, plus j'ai repris confiance en moi sur plusieurs aspects, plus en fait, c'est ce que je résonne, c'est ce que je renvoie. Donc les personnes qui ne résonnent plus dans ça partent et les autres personnes arrivent. Et c'est comme ça tout au long de votre vie, que ça soit sur le plan commercial, vous devez attirer des clients d'âme. Vous êtes artiste, vous devez attirer des auditeurs, des visionneurs d'âme. Racontez votre histoire. Cherchez pas à vouloir faire ce qui est de la logique, du purement truc ou autre chose. Et regardez, tout ce que vous allez faire sur cette terre, que ça soit bien ou mauvais, vous aurez votre part. Et ça, c'est la loi de la résonance. Il ne s'agit même pas de bien ou de mal. Il s'agit de fréquence avec laquelle vous faites les choses. La fréquence que tu émets là, te renverra une fréquence contraire et complémentaire directement. C'est tout en fait. Il n'y a pas de « oh, il a fait ceci, il a fait cela ». Parce que quand on sent en fait que dans la conscience collective des Africains, le succès est quelque chose de très rare encore. Et c'est pour ça que toutes les personnes que vous voyez qui estiment que le succès passe forcément par des dimensions d'ordre, je ne sais comment, ça en dit long sur leur rapport au succès, sur leur manière de percevoir le succès. Et ça, c'est très important en fait d'observer ça et de vous détacher de tous ces conditionnements qui vous ont laissé croire que la rareté existe dans l'abondance, la rareté existe dans le succès ou autre chose. Pourquoi pas vous, en fait? Pourquoi pas toi? Il s'agit de juste cette question. Hier, j'écrivais sur mon TikTok que entre la richesse et la pauvreté, il n'y a qu'une idée qui les sépare. Écrivez ça quelque part. Entre la richesse et la pauvreté, il n'y a qu'une idée qui sépare. Entre le succès et l'invisibilité, il n'y a qu'une fréquence qui sépare. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir du succès, mais qui se sentent comme des lépreux. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas dignes d'être vus, qui ne se sentent pas dignes d'être touchés, que leur corps renvoie une information de « je n'ai pas à être vu ». Ils sont fermés comme ça, renfermés, le dos courbé, les épaules rentrées à l'intérieur. Mais ça, là, ça te montre que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être vu. C'est quelqu'un qui se cache dans son corps. C'est quand vous voulez observer énergétiquement quelqu'un qui est ouvert, regardez au niveau de sa cage thoracique. Quand on dit taper le torse, le torse est ouvert vers l'extérieur. C'est-à-dire que je suis là. Venez me voir. Venez me rencontrer. Liez-vous à moi. C'est important que vous puissiez comprendre ces faits-là. Coucou Fatou. Oui, entre la richesse et la pauvreté, il n'y a qu'une seule idée qui sépare. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer dans votre esprit. Sortez des conditionnements mentaux, émotionnels, physiques, spirituels, énergétiques, cellulaires, nerveux, qui vous ont été imposés et qui vous ont laissé croire, en fait, que vous ne pouvez pas avoir accès à n'importe quel niveau, en fait. Ouais, à un certain niveau, tu es forcément obligé de faire ça. Mais attendez, partant de ce principe, tous les Noirs là qui sont devenus millionnaires là, peut-être que vos ancêtres, peut-être que les gens, dans d'autres circonstances, vous serez devenus millionnaires en Afrique, on aurait dit quoi en fait? Que vous avez touché quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes le maximum de quelqu'un. Vous savez que là, actuellement, vous êtes le sommet de quelqu'un.
Vous savez que votre minimum, comme je le disais avant, mon minimum, c'est le maximum de quelqu'un. Et ben, vous savez, et vraiment, c'est pas par comparaison qu'il faut vous dire ça, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de la perception et que ces perceptions vous soient soumises et non pas vous conditionnent. Que vos perceptions ne vous conditionnent pas, mais qu'elles se soumettent à votre existence, à votre divinité. Parce qu'en réalité, vous êtes le sommet de quelqu'un. Toi qui gagnes 2000 € là, tu es le sommet de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est assis quelque part et qui se dit que jamais dans sa vie il ne pourra gagner 2000 €. Il y a des gens qui donnent leur cuit pour avoir l'argent que tu as en allant travailler 35 heures par semaine. Donc vous comprenez que vous êtes le sommet de quelqu'un. À l'heure actuelle, là, selon la perception d'un individu sur cette terre, tu es en train de réaliser le rêve de quelqu'un. Donc pourquoi tu ne peux pas croire à une plus grande échelle que tu peux atteindre ton propre sommet dans ton existence, que tu peux devenir ce que toi tu veux devenir. Et tout ça, pour le comprendre, vous devez savoir que tout est énergie et que tout passe par la fréquence vibratoire que vous émettez. Tout changement que vous voulez opérer dans votre vie passe par la prise de conscience de là où vous vous trouvez aujourd'hui et de ce que vous savez sur vous-même. Qu'est-ce que tu sais sur toi que personne d'autre ne sait? Parfois, les gens qui vous regardent en savent plus sur vous que vous n'en savez sur vous-même. Au lieu que ceux qui viennent vous donner comme compliment ne soit qu'une confirmation de ce que vous savez sur vous, ça vient vous surprendre. Ah ouais, c'est vrai? Ah, c'est vrai, tu me trouves belle? Ah, tu me trouves intelligente? Oh, tu me trouves grand? Open your fucking eyes. Regardez-vous en fait. Regardez-vous pour vous voir. Non pas pour vous juger, non pas pour vous condamner. Regardez-vous pour vous voir. Et je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui est en dessous de vous n'a rien à vous dire sur ce que vous voyez depuis votre sommet. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Quelqu'un qui est en dessous de toi n'a rien à te dire sur ce que tu vois depuis ton sommet. I repeat. Listen to me. Quelqu'un qui est en dessous de toi, c'est-à-dire qu'il est dans la chaîne alimentaire avec les animaux qui se trouvent au milieu de la jungle. Qu'est-ce que lui va venir te dire à toi qui te tiens sur un sommet et qui voit la vallée? Tu vois la vallée de l'ombre de la mort. Là-bas, tu vois la vallée de la prospérité. Là-bas, tu vois tout. Qu'est-ce qu'il peut te dire en fait? Il est, comme on dit, dans la chaîne alimentaire des serpents et des hippopotames. Il se trouve au milieu des animaux. Ses amis sont des individus d'ordre animal. Qu'est-ce que quelqu'un qui est animal va venir te dire à toi, un être humain qui te trouve au-dessus, sur un sommet, tu te trouves droit? C'est pas possible. Ce que je dis est assez tranchant, mais c'est une réalité. En fait, à un moment donné, j'estime que vous devez aussi apprendre à vous dire, mais à apprendre à dire aux gens, très poliment, ta gueule en fait. Tais-toi. Non, pas tais-toi, parce que tais-toi, je trouve que c'est léger. Ta gueule. Tu la fermes. Tu n'as rien à dire. Tu es en dessous. Je suis au-dessus. Tu as venu me critiquer? Tu as fait quoi quand on mesure nos fréquences sur un point de vue d'une balance vibratoire? Tu pèses quoi sur la balance? Tu es un poids plume. Tu la boucles. Effectivement. Et vous savez, il y a une prise de conscience que j'ai eue il y a 2 jours. J'ai fait une libération émotionnelle là qui remonte à une période liée à ma grossesse. J'avais des émotions qui étaient encore là et j'ai coulé les larmes que je n'ai pas pu couler quand j'étais plus jeune. Et puis à un moment donné, j'ai dit, mais je me le dois à moi-même. Je me dois ce que je suis. Et je veux que vous puissiez vous le dire aujourd'hui. Je ne dois rien à personne, je me le dois. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que vous soyez capable de faire ça. Très souvent, les gens se sentent en dette vis-à-vis de ceux qui leur ont tendu la main. Il y a une différence entre reconnaître l'apport d'une personne dans sa vie et se sentir en dette émotionnelle ou coloniale ou quoi au niveau de cette personne. Je peux m'avoir donné de l'eau. Ma reconnaissance consiste à dire, au cours de mon existence, je suis tombé sur Erin qui m'a donné de l'eau. Mais ce n'est pas parce que Erin m'a donné de l'eau
que ça annule le fait que j'ai été capable de prendre cette eau. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? La personne qui ne tape pas son torse est faible. On ne vous demande pas d'être faible, on vous demande d'être vulnérable. La personne qui n'est pas capable de revendiquer « je suis ça » est faible. Et c'est très souvent les personnes qui revendiquent leur « je suis » qui se font allumer par tous les gens qui sont dans la chaîne alimentaire, entre les brebis, les vaches, les taureaux et les licornes là. C'est ça qui se passe. Je suis. Tu es quoi? Quand elle a dit, par exemple, on parlait d'Aya qui disait « je suis un quelqu'un » en fait. Parce qu'elle ne comprenait pas au départ. Elle ne voyait pas sa gamme. Elle ne se rendait pas compte que à la base, c'était une star. T'oublie pas, ma chérie. À la base, you are the star. Mais maintenant, quand elle a commencé à se voir pour ce qu'elle est, à se regarder pour se voir, elle a dit, mais en fait, je suis un quelqu'un. Et bien, c'est la même chose. T'es qui? Tu es quoi? Tu revendiques quoi? Tu es quoi? Et à ce moment-là, dans mes pleurs, je disais, mais en fait, je me le dois, en fait. Je me le dois. Parce qu'il y a des personnes, tu leur donnes la recette, la casserole, le feu, tu leur donnes même le lieu pour préparer, qu'ils ne prépareront pas. Je vais vous expliquer que j'ai lancé un groupe business. Que sur les 16 personnes qui se sont inscrites, 11 seulement se sont pointées au départ. Même donc, c'est-à-dire que même si tu prends tout et que tu mets entre les mains d'une personne, il n'est pas dit qu'elle saisira l'opportunité. Alors, je me le dois, en fait. Même si dans le parcours, je reconnais ton apport, je me dois ce que je suis à moi en premier. Parce que je l'ai fait pour moi. Et je l'ai fait par moi, en fait. Tu as ouvert une porte. Je le reconnais et j'admire. Mais je ne peux pas effacer dans l'histoire le fait que tu pouvais ouvrir la porte et j'aurais pu ne pas rentrer. Et quand vous racontez l'histoire de votre vie, vous ne racontez qu'à partir de la vision et le regard de l'autre. Pourquoi est-ce que vous ne commencerez pas à raconter votre histoire à partir de votre vision? À partir de « je suis ». Je suis telle personne. Je suis ceci. Je suis cela. Je suis tel. J'ai tant. Je suis devenu ça. J'ai réalisé ça. Vous avez le droit en fait de le dire. Parce que c'est la seule manière pour vous d'incarner vibratoirement ce que vous êtes. Tu te lèves comme ça, tu ne parles jamais de toi au premier... comment on appelle ça? Quand tu parles de toi au premier... Comment on appelle ça? Pronom... Premier... c'est pas le pronom personnel, c'est comment? À la première personne. Merci, Laïla. L'école a manqué. Donc, quand tu parles de toi à la première personne, c'est simplement pour dire « Oh, je suis malade. Oh, c'est monté. Oh, la douleur. Oh, ceci. Oh, cela. » Faut taper votre torse. Ouais. Faut taper votre torse. Racontez l'histoire à partir de la fierté. Racontez l'histoire à partir d'un état d'assurance. Racontez l'histoire à partir d'un état de sécurité. Racontez l'histoire à partir de ceci. Quand je dis, vous voyez, avant, quand j'étais petite, c'était un complexe chez moi le fait que j'ai pas fini mes études. Maintenant, je suis trop contente. Parce que quand je m'assois, je dis, putain, qu'est-ce que je suis intelligente. Ah, mon cher. Moi, je suis un génie. Ça veut dire que comme je suis là, je crée des idées à la seconde. Je suis une fucking génie. Et vraiment, je me réjouis d'être ça. Donc, vous voyez, il y a une différence entre, oui, je suis pas allée à l'école, mais bon, ça va, j'ai pu lire des livres et ça m'a aidé. Et puis, voilà, au cours de mon parcours, vas-y. En fait, l'école, c'est moi. Déjà, je forme des gens. Je suis l'école. Parce que mon histoire, c'est déjà une école, c'est déjà un enseignement, c'est déjà un livre ouvert dans lequel tu peux aller. Je mérite vraiment d'écrire mon autobiographie. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que les gens, ils méritent d'aller voir mon film au cinéma. Parce que j'estime que je suis, c'est-à-dire, je dis toujours, Dieu fait de moi comment on appelle ça, un message d'espoir pour les autres. Donc, en réalité, ça ne peut pas juste être dans un livre. Il faut que ça soit dans un cinéma. Il faut qu'à un moment donné,
après que j'ai écrit le livre de ma vie, il y a une adaptation cinéma, en fait. Parce que, en fait, je mérite d'être connu. Tout simplement. Et tout. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment. Je mérite d'être connu. En fait, je trouve que ma vie, elle est bien à expliquer. Je dois être pris en exemple. On doit utiliser ma vie dans des livres pour m'étudier. Vous voyez, quand on dit on a étudié Booba à Harvard, moi j'estime que quand on va étudier les phénomènes révolutionnaires de cette société humaine, il faut qu'on classe Princesse parmi les légendes. Et je me suis toujours juré que je mourrais en légende. Et qu'il faut que quand je meurs, on ait des bâtisses où on a écrit Princesse Tiassi quelque part. Pourquoi Jules César va avoir des bâtisses avec son nom? Pourquoi Julius César va se retrouver, lui, depuis la nuit des temps, à avoir des musées ou des endroits où on vient pour se rappeler de son existence, et puis on va pas se rappeler de mon existence. Ça va pas ou quoi? Une tombe comme ça, au milieu du cimetière, avec écrit Princesse Tiassi en petit. C'est ce que vous voulez me dire? Genre moi, comme ça, j'ai galéré comme ça dans mon enfance et je meurs gratuit comme ça. On m'enterre dans un cimetière malheureux en plein centre de Paris, dans le 19e arrondissement, à Télégraphe, avec tous les indigents et les non-indigents, et on m'enterre là-bas comme ça. On va pas me faire un enterrement privé, ou maintenant un peu comme les Dalida, où je suis enterré dans des endroits où on peut pas venir, c'est sous surveillance. Mais ça va pas ou quoi en fait? Oh, mais c'est pas possible! C'est-à-dire que quand je me regarde et que je ferme les yeux, je vous dis la vérité, c'est pas possible. Mon cerveau, il peut pas capter cette information. Donc moi, je m'en fous que les gens y croient ou pas. Moi-même, je m'assois, je me dis, it's not possible. Mourir comme ça. Sans même que, oh non, il y a même, je sais pas, même 1 million de personnes qui sachent que j'existe. Oh, quelle perte pour l'humanité. Quelle perte. Une personnalité emblématique comme la mienne, avec un humour à ne pas savoir où en mettre la tête. Et je meurs comme ça. Une vieille tombe. Dans 100 ans, on vient dire à mes descendants, oh non, faut enlever les restes de votre mère là. Enlevez les restes de votre ancêtre. Il faut qu'on enterre quelqu'un d'autre. Non mais attendez. Moi je rêve d'un prix Nobel de la paix. Hein. J'avais des visualisations où on me décernait un prix. Je vous dis la vérité. Pourquoi Esther, comment elle s'appelle, Sainte Thérèse ou je sais pas quoi là. Pourquoi genre moi je vais pas aussi être on me décerne un prix? Pourquoi? Hein? Donc c'est pour ça, moi je vous dis, il faut raconter votre histoire autrement, hein, s'il vous plaît. Mère Teresa, voilà, vous voyez pourquoi maintenant moi Mère Teresa, elle était même pas bien sapée, tout, rien. Juste elle donnait à manger aux gens, elle priait pour les gens, on lui décerne un prix. Maintenant moi, je donne des conseils solides. La vie des gens change. Je crée des huiles qui transforment la réalité des autres. Donc comme je suis là, je suis mi-magicienne, mi-métaphysicienne, mi-scientifique, mi-spirituelle, mi-mère à palais, mi-trop sérieuse, mi-pas sérieuse. Donc moi, je meurs comme ça. On m'enterre comme une vache. C'est de la merde. Je sais pas. Et vous voyez que c'est pas possible. Et vous savez pourquoi mon esprit, il conçoit pas ça? Parce que dans une ligne de temps totalement parfaite, dans ma meilleure ligne de temps, je meurs en légende. Je meurs, c'est un deuil international. C'est-à-dire que les femmes qui sont tombées enceintes avec les produits de Jelly, les ceci, les cela, les enfants, parce que là, bientôt, j'aurai des... Quand je vais mettre en place mon système éducatif en Afrique, ça veut dire que j'aurai beaucoup d'enfants. Je meurs comme ça. Tous mes enfants là qui seront passés dans mes écoles, comme ça. Jacoco. Je suis désolé, merci. Je trouve aussi, Lévi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je pense que c'est possible. Donc, rêvez, s'il vous plaît, rêvez. Je vais vous dire un truc que j'ai écrit hier. Dans mon carnet. Rêvez. Moi, je suis désolé. En fait, ça devient quoi, là? On est là, on vous dit, ouais, non, mais c'est rare.
Qu'est-ce qu'il y a de rare? Hier, je regardais Fast and Furious. Est-ce qu'un jour dans ma vie, je pouvais me dire qu'à un moment donné, je me serais retrouvé dans la maison de quelqu'un que je regardais à la télé, genre Ludacris? J'aurais jamais pu croire ça dans ma vie. Donc, comme quoi, faut pas s'enfermer à l'idée de voir sa vie prendre le chemin qu'on veut. Je vais vous dire quelque chose. J'ai écrit quoi qui peut vous aider. Je suis revenu dans mon centre quand j'ai clamé haut et fort que ce que je suis aujourd'hui, je me le dois à moi-même. Ça peut être considéré comme très prétentieux de le dire, mais en fait, c'est cette prise de conscience sacrée qui permet de reprendre sa pleine autorité sur son existence. Je constatais récemment qu'il y a des personnes à qui même si tu donnes des milliers et tous les conseils du monde, ils resteraient tout de même enfermés. Alors je peux me remercier d'avoir eu le courage de toujours croire en un avenir meilleur. Le rêve précède réellement la réalité. Tout part toujours d'un rêve, d'une volonté sacrée qui active notre mental, génère des pensées, stimule nos émotions et nous conduit par la force du désir. Sans rêve, il n'y a pas de but. Sans but, il n'y a pas de pensée. Et sans pensée, il n'y a pas de désir ardent. Et s'il n'y a pas de désir ardent, il n'y a donc pas d'émotion. Par conséquent, il n'y a pas de réalité créée. Peut-être une réalité subie, acceptée, qui provient de l'extérieur, mais rien de créé. J'ai créé ma vie de toutes pièces, consciemment comme inconsciemment. Certaines choses ont été choisies par le cœur, le mental, et d'autres par la vibration. Je pense que le fait d'ignorer tous les moyens de demande impose à beaucoup de gens de subir la vie. La vibration est l'ultime demande. C'est le seul et véritable juge qui décide réellement ce qui sera vécu. Je sens quand je viens de vivre un effondrement. Ouais, donc après, j'ai écrit quelque chose de beaucoup plus personnel sur ma vie et sur mon rapport avec ma mère ainsi qu'avec ma fille. Mais ce que je disais, c'était ça. C'est qu'il y a 3 sources de demande. Il y a le cœur, il y a le mental et puis il y a la vibration. Et la demande ultime, c'est la vibration. Ce que vous émettez est une demande. Et ça, c'est quelque chose qui est plus important et plus puissant que le reste. Il est vrai que agir à partir du cœur peut vous permettre d'obtenir les choses. Parce que l'amour est quelque chose de puissant. Agir à partir du mental peut vous permettre, par la force des choses, de déplacer des situations dans les circonstances et ainsi de suite, tout en étant toujours soumis, parce que le mental est soumis à la dimension linéaire de la vie, donc vous êtes soumis au temps. Mais agir à partir de la vibration, c'est incarner à chaque étape et chaque cycle de votre vie la version de vous qui est censée vivre ce cycle. Pour moi, il n'y a rien qui soit impossible. Pour moi, tout nous est possible, mais tout ne nous est pas utile. Comme le dit la Bible. Tout vous est, vous êtes libre de tout vous est possible, mais tout vous est possible. Je sais plus c'est quoi, mais en gros on dit que vous avez le droit de tout faire, mais tout n'est pas utile. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais tout ne sera pas nourrissant, on va dire, pour vous. Ça ne sera pas bénéfique pour vous. Et moi, ça me rappelle l'importance de rentrer dans son axe. Tout vous est permis, merci, mais tout ne vous est pas utile. Tout vous est permis, mais tout ne vous... pas enseigné, c'était quoi l'autre mot? Bref, en tout cas, n'est pas nourrissant. Ok? Et ça, ce verset, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de tout faire. Mais j'ai vraiment besoin de réaliser ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Tout n'édifie pas. Merci Yeshua. Tout vous est utile, mais tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Tout vous est permis, mais tout ne vous édifie pas. Et c'est réel en fait. Quand on parle d'édifier, c'est pour ça que je parle de nourrir. C'est quelque chose qui est nourrissant. C'est quelque chose qui vous dynamise. C'est quelque chose qui vous revitalise.
Si vous êtes en train de faire quelque chose et que ça ne suscite pas de l'enthousiasme chez vous, peut-être que vous pouvez le faire. Mais est-ce que réellement c'est ce chemin que votre âme, elle veut réellement emprunter au cours de cette existence? Vous devez vous rappeler de ce qui est utile, agréable et bon pour vous. Vous devez prendre le temps de vous asseoir, de vous questionner. Qu'est-ce que j'aimerais réellement faire? Il y en a beaucoup qui attendent que ces réponses-là leur viennent de l'extérieur. Et c'est pour ça que vous n'entendez jamais les réponses. Ces réponses ne vous viendront pas de l'extérieur. Vous savez, il y a un scan qu'on a fait pour les filles qui sont dans le groupe business. Et le scan, en fait, c'était sur quels sont là, maintenant, parce qu'en gros, je vous explique. On a fait 3 séances, on s'est parlé, enseignement, conseil, sur l'importance de libérer, comment poser des intentions, et ensuite sur l'importance de créer un business court terme qui rapporte de l'argent. Et pour savoir quel est le business à court terme qui rapporte de l'argent, on a fait avec Charlotte des analyses de radiesthésie pour chacune d'entre elles pour savoir de manière ciblée quel est le business à court terme qu'elles peuvent démarrer maintenant. Il y en a qui ont eu cosmétiques, il y en a qui ont eu vêtements, il y en a qui ont eu ceci, il y en a eu qui ont eu cela. Et je trouve que c'est précis et ça permet de gagner en temps. Mais ce qui est important dedans, c'est que la plupart, au fond, avaient au moins eu une fois l'idée de faire une chose dans ce domaine-là. C'est simplement que l'écoute de soi n'a pas été suffisamment développée et déployée pour se faire assez confiance de prendre cette décision et cette direction. Et surtout que les gens ne savent pas toujours comment faire. Ok, je choisis cette voie, mais comment est-ce que je fais après? Donc c'est là que ça devient intéressant et que moi, mon apport est nécessaire. Mais en réalité, je pense que quand elles ont reçu les domaines dans lesquels elles pouvaient investir à court terme, merci pour les cadeaux, c'était pas surprenant tant que ça. Peut-être que ce qui était étonnant, c'était le fait justement de recevoir ces réponses, d'avoir cette clarté. Mais chacune d'entre elles, dès lors qu'elles ont eu la réponse sur quel domaine elles devaient investir à court terme pour générer des revenus rapides là, maintenant, eh ben, les idées ont fusé chez chacune d'entre elles. Vous savez pourquoi les idées ont fusé? Parce qu'en réalité, dans une ligne de temps, autre que celle qu'elles étaient encore en train de vivre au moment où on s'est contacté, il y a cette version d'elle qui a déjà accompli quelque chose au travers de ce business. Donc la vérité, c'est que moi, mon travail à moi consiste à ramener ces femmes à se rappeler. Et c'est pour ça qu'au départ, on n'a pas commencé à parler de business, on a plutôt commencé à parler d'énergie, de libération émotionnelle pour qu'elles puissent faire le saut quantique. Parce que si votre réalité actuelle, vous ne faites pas la paix avec cette réalité, vous ne pourrez pas incarner l'autre réalité. C'est ça le pouvoir du saut quantique. Le saut quantique, il s'opère de 2 manières. En étant conscient de ce que vous êtes en train de vivre, en l'acceptant pleinement sur le plan fréquence, vibratoire, énergétique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'acceptation pleine, et il y a des techniques pour être dans cet état d'acceptation, et quand vous faites ça, toutes les émotions lourdes, la colère, la rage et tout ce que vous aviez qui était comme ressenti au niveau... Attendez, il y a quelqu'un là. Je capture pour aller voir quelque chose. Ok, c'est bon. Donc, tout ce que vous aviez comme ressenti, comme colère, comme frustration, il y en a qui ont dit lors du premier jour, je me sentais en colère contre moi-même. Et dès lors qu'elles ont fait la méditation que je leur ai donnée, avec des mantras et des respirations, elles ont ramené de la cohérence cardiaque, un rééquilibre entre leur yin et leur yang finalement. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont senti l'acceptation de leur réalité. Coucou déesse Tumba. Et quand elles ont senti cette acceptation, c'est maintenant à partir de cet état d'acceptation qu'elles peuvent maintenant intégrer, faire ce qu'on appelle du shifting. Donc c'est-à-dire incarner maintenant une autre version d'elles-mêmes. Et quand on se connecte, du coup quand je demande
quel est le domaine le plus rapide pour elle pour générer des revenus là, ici et maintenant. Et bah, en fonction de ce que j'ai pu avoir au téléphone avec chacune, enfin, en visio avec elles, en écoutant leur voix, la plupart de celles qui sont dans les cosmétiques et qu'on leur demande d'être dans les cosmétiques, si je sais pas si celles qui sont là dans le live, vous remarquerez que c'est certainement des femmes qui ont besoin à ce moment précis de cette vie de se reconnecter avec leur féminité. Vous remarquerez que c'est certainement un moment où vous avez besoin de vous reconnecter avec votre féminité, que vous avez besoin de prendre soin de vous. Et c'est pour ça, en fait, que vous devez apporter ça aux autres. Parce que vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne donnez pas. Et il y en a une, je ne sais pas, elle a eu luxe abordable ou autre chose. Ça se voit que c'est une personne. Quand on parle de luxe abordable, ça veut dire qu'elle peut créer des offres premium ou vendre des choses à un certain niveau de prix, à une fréquence plus haute. Donc ça veut dire que elle, dans sa fréquence, elle va pas avoir besoin comme les autres de faire beaucoup dans la masse. Elle va créer des offres premium et ces offres premium là vont lui rapporter de l'argent très rapidement. Et bien si on va chercher dans sa fréquence, on verra qu'au niveau de l'estime de soi, elle a déjà fini avec ce domaine. Elle a déjà fini avec l'estime de soi. Et qu'elle est plutôt dans une dimension là de sa vie où elle doit juste ouvrir un robinet pour recevoir. Et le business, il a plusieurs dimensions qu'il incarne dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a un moment, le business, ça peut être quelque chose que tu vas lancer qui va te sauver toi-même. C'est-à-dire que ça va te permettre de mobiliser ton attention sur quelque chose qui va t'aider à te reconstruire et à travailler sur toi. Parce que c'est très psychologique. Il y en a pour qui ça va être très révélateur de leur état actuel. Ce qu'elles vont vivre, ce qu'elles vont expérimenter, va leur pousser à se regarder en face et à devoir se transformer. Et surtout, en fait, à acquérir une certaine compétence sur elles-mêmes, une certaine compréhension d'elles-mêmes. En l'occurrence, ce que je vous expliquais là, sur celles qui principalement sont dans les cosmétiques, et ben en fait, c'est des femmes qui doivent principalement, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, se réapproprier une part de leur féminité ou en tout cas se recentrer sur elles. Parce que c'est un domaine que si tu veux vendre là, toi-même, tu dois ressembler à quelque chose. Tu vas pas te mettre dans les cosmétiques, tu t'en vas vendre rouge à lèvres et puis toi-même tes lèvres sont gercées, on sait pas pourquoi c'est gercé, c'est pas possible. Donc tu vas devoir résoudre ce problème parce que au final, tu vas devoir devenir ce que tu vends. Il faut l'incarner. Parce que si tu ne l'incarnes pas, on ne va pas venir acheter. Et vous remarquerez que, bon, les filles qui sont laides dans les cosmétiques, là, c'est un peu compliqué. Elles n'osent même pas se mettre en avant. Quand tu es laide et que tu fais des cosmétiques, c'est un peu compliqué. Parce que quand même on te regarde là, on te renvoie toujours à ton image. Ou quand tu vends cure minceur et puis tu es boucaque, c'est-à-dire ton corps il est large dans tous les sens du terme. Le jour où on t'insulte, là, c'est avec ça qu'on t'insulte, on te dit que oh, toi t'es là, tu vends des cure minceur mais t'es grosse. On s'en fout de savoir si ça a marché pour les autres ou pas. Toi-même, tu comprends qu'il y a un souci. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce qu'on fait a une histoire et suit un processus. Si tu te retrouves à un moment donné dans un domaine, ce n'est pas pour rien. Moi, par exemple, j'avais vraiment besoin de réparer beaucoup de choses avec la maternité. Pour mieux comprendre ma mère, pour arriver à la dimension du pardon, j'avais besoin de Jelly. Parce qu'avec Jelly, j'ai été confronté finalement à des rapports de fertilité ou de non-fertilité ou des troubles gynécologiques. Mais j'ai surtout été confronté à des femmes. Et j'ai vu le manque d'épanouissement chez ces femmes que j'ai pu observer et commencer à mieux comprendre en sortant de la situation de la fille qui reproche quelque chose à sa mère. Je suis rentré maintenant dans la dimension de la femme qui accompagne d'autres femmes et j'ai commencé en fait, je dirais pas à justifier ce que j'ai vécu, mais à mieux comprendre le processus qui a emmené ma mère à être comme elle a été et à me faire vivre ce que j'ai vécu. Et c'est comme ça que j'ai réussi à accorder le pardon. Il n'y aurait pas eu Jelly, je n'aurais jamais pardonné. Parce que le degré de haine et de rage que j'avais dans le corps avant d'avoir lancé cette marque, c'était étonnant, c'était vraiment très grave. Alors, j'allais pas m'en prendre à elle, mais je pense que je pouvais finir ma vie sans plus jamais aller lui dire bonjour une seule fois. Et ça, c'est malheureux.
Vous voyez, c'est malheureux que la colère puisse nous dominer jusqu'à ce point-là. Mais s'il n'y avait pas eu Djely, je ne me serais pas reconnecté à ma propre matrice. Et je n'aurais pas fait ce travail-là de mieux comprendre la femme. Et en essayant de mieux comprendre la femme, j'ai arrêté de voir ma mère comme étant ma mère et j'ai commencé à la voir comme étant une femme parmi tant d'autres. Et en la voyant comme étant une âme incarnée dans un corps de femme qui vit son expérience, j'ai pu lui rendre ce qui lui appartenait et j'ai pu aussi récupérer mon plein pouvoir sur moi et sortir de toute forme d'emprise et d'attente, mère-fille, toxique ou autre chose. Vous voyez? Donc chaque business que tu vas lancer, en tout cas si tu le fais à partir d'un état d'éthique et de résonance, si c'est la résonance qui t'accompagne à choisir les choses, eh ben tu verras tout simplement qu'il n'y a rien que tu fais pour rien. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas le domaine dans lequel tu te retrouves, tu le comprendras beaucoup plus tard. Par exemple, aujourd'hui, je comprends le système cellulaire d'une personne parce qu'il y a des années, quand j'ai ouvert l'institut, j'ai fait des formations de massage et j'ai compris le système lymphatique de la femme. Et ce sont ces points de reliance que j'arrive à faire aujourd'hui des années plus tard et à mieux comprendre. Et c'est comme ça que j'ai pu choisir les machines que je vais utiliser pour faire les soins des personnes ou autre chose. Parce que je sais comment la peau fonctionne, je sais comment les cellules du corps fonctionnent, parce qu'à un moment donné, je me suis tourné dans ce domaine-là. Peut-être qu'à ce moment-là, je comprenais rien à pourquoi je faisais autant de formations liées au corps, mais c'est aujourd'hui, maintenant que je suis là en train de créer tous ces protocoles de soins, c'est là que je comprends mieux. C'est là, parce que la première fois où j'ai entendu parler des émotions qui s'enquistent dans le corps, c'était à la formation de Renata Franca pour les massages, le drainage lymphatique, où ils expliquaient qu'il y a plusieurs types d'ODM. Il y a les ODM de nourriture, de graisse ou autre chose, mais que les ODM les plus douloureux et difficiles à enlever dans le corps d'un être humain, c'est les ODM qui sont créés par les émotions. Et elle disait de ne pas se concentrer sur ces EDM parce que pour les enlever, il faudrait tout un travail émotionnel. Et que nous, en gros, on n'est pas là pour ça. Et qu'il faut s'arrêter à ce qui est lié à la graisse ou à l'eau. Et bah, figurez-vous que hier, je vais poster cette photo. J'ai une machine là. Je pense que vous avez vu mes dernières machines, derniers cris, dernière technologie. Oh oh, c'est chaud. Je me sens comme à Wakanda. Donc la machine, je l'ai utilisée. Donc ça, ça diffuse des ondes localisées. Et je l'ai utilisée sur une zone de mon bras où j'ai analysé où j'avais des tensions. Et je l'ai utilisée. Et la première chose qui s'est passée, c'est que ça a gonflé. Tu vois comment l'eau, je vous assure que si je vous montre la vidéo, tu vois comment l'eau qui était dans cette zone, ça faisait comme des vagues en recevant les ondes de la machine. Et ça a gonflé un peu, sans douleur, bien évidemment. Et le lendemain, donc aujourd'hui, tu sens comment la peau qui était congestionnée, elle était dure, comme s'il y avait, je sais pas, la peau d'un crocodile. Tu sens comment la tension, elle s'est déchargée. Cette zone qui était tendue, c'est complètement déchargée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sent que la zone, elle a désengorgé, que l'eau qui était contenue dans les tissus de la peau sont ressortis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est de drainer par un massage. Parce que maintenant que l'eau est remontée, alors il y a deux outils. Soit de l'eau de coco, soit des draineurs naturels. Et le massage pour permettre à l'eau de recirculer et de repasser dans le champ lymphatique. Sauf que, hier, quand j'étais en train de faire ce travail sur mes jambes, j'ai des zones où j'ai appuyé sur mes jambes, ça me faisait penser à des mémoires. Et les mémoires de ma grossesse, vous savez que la grossesse et l'accouchement, c'est quand même assez... oui, c'est justement, ça traite la rétention d'eau. Les mémoires de grossesse et d'accouchement sont très traumatisants, mine de rien. Et en fait, il y a des zones des tensions au niveau de mes jambes. Quand j'utilisais ma machine pour les jambes, il y a des zones de tension au niveau de la jambe gauche. J'avais une zone là, ma jambe s'est tendue. Mais quand je vous dis tendue, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi l'énergie ne veut pas circuler? Et à un moment, j'ai appuyé sur un des ODM et j'ai demandé tout simplement qu'il me révèle c'est quoi la mémoire qui est attachée à ça. Et là, j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvé en train de revivre ma grossesse. Putain,
Je pense que c'est la première fois de ma vie que je la vis. En fait, je la vivais pour expulser toute la douleur que j'avais ressentie à cette période-là. Et l'humiliation que j'avais subie. Parce que je comprenais pas pourquoi j'avais un rapport hostile avec les chrétiens. Je me suis rappelé pourquoi j'avais un rapport hostile avec les chrétiens. Parce que la première des choses qu'on a dit à ma mère quand j'étais enceinte, c'est qu'il fallait que j'avorte. Et que Dieu allait me pardonner parce que j'étais jeune. Ensuite, toujours à l'église, ils ont commencé à dire à ma mère de ne pas m'emmener à l'église parce que j'étais la honte de l'église. Ensuite, toujours encore à l'église, ils m'ont demandé de me coucher par terre devant près de 500 personnes, c'était un jour de fête, pour demander pardon à ma mère de porter la vie dans mon ventre. Donc, mon rapport avec cette communauté était plus ou moins hostile, pas seulement pour ça, mais je pense que ça a été l'une des raisons principales, parce que si j'y ai repensé en appuyant sur ces zones, c'est que c'était vraiment des choses qui étaient alarmantes. Ou quand on me traitait d'impudique, en me disant ouais, elle est impudique, alors que je me faisais littéralement battre chez le père de ma fille, et que les gens, en gros, me traitaient d'impudique et estimaient que je ne voulais pas rentrer chez ma mère parce que j'étais, comme il dit, moi c'est un Ndumba. J'étais une prostituée. Pour avoir eu un enfant tôt comme ça, j'étais une pute. Donc du coup, je restais chez un homme plutôt que de rentrer chez ma mère. Alors qu'en réalité, c'est ma mère qui ne voulait pas de moi. Donc, que dois-je faire? Rester dehors pour Jésus? Et je me rappelle d'une expérience où il y a un frère qui s'appelait Achille qui m'a dit « Oui, t'es une impudique, on doit te confronter à la lumière de la parole. » Et il m'a dit « Tu dois sortir de cette maison si tu aimes Jésus. » Il dit « Pourquoi si Jésus m'aime, il va me demander d'aller dormir dehors pour lui prouver mon amour? Pourquoi je mettrais la vie de mon enfant en danger? Parce que au final, c'est pour elle que je suis là. Si son existence n'y était pas, qu'est-ce que je ferais déjà même dans cette maison-là dans laquelle je me trouve? Donc, pourquoi? Et ce qui a été le plus étonnant, c'est que quelques semaines après, quand j'ai décidé que je ne sortais pas et que je ne savais pas où dormir, donc que je restais là, et bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de m'adresser la parole parce que j'étais une impudique, maudite par Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un jour, il m'appelle comme ça. Moi, je ne savais pas que mes dons avaient déjà commencé à s'activer. Et il m'a appelé, il m'a dit « Oui, ma soeur, je t'appelle pour savoir si tu as pris la décision de sortir de ton impudicité. » On rigole, mais c'était traumatisant. Et hier, en fait, je repensais à toutes ces douleurs où je me suis dit « Mais tu te rends compte que j'ai pas pu trouver de refuge. J'étais jeune, j'avais à peine 18 ans. Je n'ai pas trouvé de refuge familial. Je me suis tournée vers l'église pensant trouver un refuge, genre avec des gens qui se disent être des gens de Dieu. Et je me retrouve avec ces gens et ils me dégoûtent encore, en fait. Genre, vraiment, ce qui me renvoyait, c'est ce que ces douleurs dans mes jambes me renvoyaient, c'était la sensation d'avoir tout porté toute seule et d'avoir dû faire tout toute seule. Et je me suis dit, putain, j'ai la vie, quelque part, à cet âge-là, où était mon père et où était ma mère. Je pense que c'est la première fois où je me suis vraiment assise pour prendre conscience que j'ai vraiment été livrée à moi-même et que j'aurais pu vraiment très mal tomber dans ma vie. Parce que, qu'est-ce que tu fais à 17 ans, dehors? Même à 16 ans, même à 15 ans en fait. Qu'est-ce que tu fous dehors? Et ça, en réalité, les conditions dans lesquelles j'étais tombée enceinte, c'est parce que ma mère, elle me mettait dehors. Dès qu'elle avait un conflit avec son gars, j'étais la sorcière qui empêchait sa relation d'exister. Alors, casse-toi. C'est toi le problème. Et j'ai toujours été mise de côté comme ça, en fait. Donc, du coup, il y avait ce sentiment de solitude, de douleur que ma jambe, quand j'appuyais, mais ça remontait. Et c'est tellement puissant de faire ces types de massages. Je me rappelle que je l'avais fait à ma cliente, là, qui s'appelle Fatoumata, Fatoumata Guirissi. Et bah, sur son ventre, c'est comme ça. Et appuyé sur ces points-là, ça me remontait, c'est comme c'est des tensions, ça me remontait à l'histoire qui a emmené cette tension dans mon corps. Et c'est tellement puissant de comprendre ces choses-là et de me dire, et dans un état de conscience, bah c'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire, putain, je me le dois à moi-même en fait. T'as vu là où je suis là? Je me le dois à moi-même parce que ça n'a pas été simple, mais je suis là.
Je suis pleinement ancré. Et qu'est-ce que j'aurais pu devenir? Qu'est-ce que j'aurais pu... Où est-ce que j'aurais pu mettre mon enfant, en fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour un peu d'amour ou un peu d'attention de la part même des hommes? Donc c'est... Et du coup, je me suis dit, à ce moment-là, il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Où étaient tes parents? Je me suis plus regardé à partir de la douleur. Je me suis regardé comme si j'étais moi-même ma propre thérapeute, et je me suis demandé à moi-même où étaient ceux qui devaient te protéger et te préserver de subir des violences, de subir ceci, de subir cela. Où étaient-ils? Et comment se fait-il qu'avec un enfant âgé de 6 mois, tu te sois retrouvé à dormir dehors quand ta mère avait une maison qu'elle a pu obtenir avec les papiers de ta fille? C'est là que les vraies questions se posent. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire, mais ma chère. Par contre, il y a une image puissante que j'ai eue, c'est que quand je revoyais mon accouchement, qui a été très douloureux et très traumatisant, me sentant seule, je me disais, je suis seule. C'est comme si je le revivais. Je sais pas comment vous expliquer. On dirait que j'étais en état d'hypnose. En fait, là, j'ai vu ma grand-mère. Et c'est comme si je voyais d'autres femmes qui m'avaient entourée ce jour-là, parce que c'était vraiment quelque chose de puissant. C'était intense ce qui se passait. Je sentais comment c'était... Il y avait comme une guerre spirituelle qui se passait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous savez que quand il y a naissance, il y a quelque chose qui se passe vibratoirement parlant, et surtout pour cet enfant. Et du coup, quand je remontais et que je revivais la scène, en fait, je me voyais en train d'accoucher. Et en fait, je me disais, mais en fait, t'étais pas seule. Parce que je me disais, putain, j'étais seule, il y avait que le père de ma fille. Genre, ma mère, quand elle a su que j'accouchais, elle est pas venue. En gros, je l'ai vraiment mal vécu d'avoir accouché seule aussi jeune. J'avais peur. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Imagine que je meurs. Enfin, surtout que je faisais des rêves où j'allais avoir une césarienne. Et donc, du coup, j'ai revécu la scène. Et là, la différence, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu que, en fait, j'avais mes grands-mères qui étaient là, ce jour-là. Chose que je ne pouvais pas conscientiser à ce moment-là. J'étais trop jeune. Donc là, je me suis dit, mais en fait, j'avais mes grands-mères. Et je revoyais la scène différemment. Et c'est comme si elle me disait, tu étais peut-être seule physiquement. Peut-être qu'il n'y avait que, à tes yeux, une seule personne qui était le père de ta fille. Mais en réalité, on était là. Et c'est nous qui t'avons donné la force et le courage que tu as eu d'aller au bout. Parce que moi, j'étais en train de perdre connaissance. J'étais en train de partir à petit. Et mon corps, il se relâchait. Et à un moment donné, c'était trop intense pour une jeune fille de mon âge à ce moment-là. Et j'étais seule à vivre ça. Et le père de ma fille, il savait pas quoi faire. Lui-même, il était paniqué. Il priait. Il demandait pardon de m'avoir mis enceinte. Il dit, là, c'est trop tard, mon gars. Donc, du coup, revivre cette scène, ça m'a permis d'évacuer le traumatisme. Et vraiment, c'est pour vous dire à quel point votre corps peut porter tellement de mémoire, et vous devez vraiment prendre le soin de les évacuer. Parce que quand le corps va demander à ce que les choses soient libérées, je peux vous assurer que ça va être compliqué. Donc, ne laissez rien passer. Soyez intransigeante avec votre bien-être. Ne laissez aucune énergie intrusive. Plus vous allez laisser de l'intrusion, pour ceux qui ont de la rétention d'eau, pour avoir été en guerre avec mon corps à ce niveau, il a fallu que je comprenne que cette rétention que je n'arrivais pas à régler, cette perte de contrôle et de maîtrise sur mon corps, était la représentation de la perte de maîtrise et de contrôle sur ma propre vie. Et sur la manière dont, quelque part, à un moment donné, quand je suis tombée en état de faiblesse, non pas de vulnérabilité, mais en dessous de la vulnérabilité, il y a la faiblesse, et c'était les portes ouvertes à laisser n'importe qui et n'importe quoi, rentrer et définir mon histoire. Chacun avait le droit de venir dire comment je devais être, comment ça aurait dû être, comment ceci, comment cela. Et ça donne des intrusions. Et vous constaterez, pour celles qui ont de la rétention d'eau, observez bien, vous êtes certainement des femmes ou des personnes qui avaient l'habitude de laisser les gens vous dire quoi faire, comment faire. Donc, en gros, les gens, ils viennent, ils font de l'intrusion. Et j'ai aussi appris, durant ces 3 derniers jours, qu'il y a une différence entre se sentir en sécurité et se sentir protégé.
Et je comprenais pas pourquoi, malgré que j'ai fait toute la reprogrammation au niveau de ma sécurité, j'ai dit à mon corps, parce que je parle à mon corps, et vraiment faites ce travail avec vous-même. J'ai dit, mais pourquoi tu dégonfles pas? Je comprends pas. Pourquoi tu dégonfles plus? Et j'entends par manque de protection. Et là, je commence à faire une analyse à la radiesthésie et je demande, est-ce que je me sens en sécurité? Je reçois un oui. J'ai dit, est-ce que je me sens protégé? Je reçois un non. Et là, je vais vous transmettre ça parce que c'était très puissant pour moi de le comprendre. Et ça a permis, en fait, au niveau de mes épaules, de relâcher. Donc, je sens comment ça relâche au niveau de mon corps. Là, j'ai vu que j'ai recommencé à dégonfler toutes ces choses-là. Et ben, ça venait du fait que tu peux te sentir en sécurité. Parce que tu as fait cette reprogrammation. Et c'est très souvent ce qu'on voit sur les réseaux. Merci, Baby Butterfly. Je me sens en sécurité, je me sens en sécurité. Ok. Mais tu peux être dans un état où tu te sens en sécurité, mais que tu ne te sens pas protégé. Je m'explique. Comment ça veut dire? Parce que comment ça se passe? La sécurité, c'est un état intérieur. La protection, c'est l'état prolongé, l'extension de cette sécurité à l'extérieur. La protection, c'est des limites saines. C'est des limites qui empêchent les autres de rentrer dans votre monde, de faire ce qu'ils veulent en votre présence, de bafouer votre autorité, de vous empêcher. En fait, vous voyez, quand vous n'avez plus d'autorité, quand vous vous plaignez que on m'écoute pas, on n'entend pas ce que je dis, ça veut tout simplement dire que vos limites extérieures ont été complètement massacrées. Vous comprenez? Vous n'avez plus d'autorité, vous n'avez plus de pouvoir personnel qui s'exprime et qui se dégage de votre énergie. Donc au niveau du plexus solaire, ça crée une forme de dérèglement parce que vous n'avez pas assez de feu et votre système lymphatique, votre système, le système qui permet de brûler là, votre métabolisme se ralentit. Quand votre plexus solaire s'endort, parce que votre pouvoir personnel est dominé par les expériences extérieures, votre métabolisme se ralentit. Et il se ralentit tout simplement pourquoi? Pour se mettre en état de protection. Vous devenez comme un escargot. Vous voyez l'escargot? Vous ralentissez et maintenant vous rentrez dans votre coque pour vous protéger de toute intrusion extérieure. Jusqu'à ce qu'un matin, vous trouviez peut-être quelqu'un qui vienne carrément casser la coque. Et là, c'est fini. Votre essence, elle est complètement bouffée. Et vous finissez soit par vous donner la mort, ou soit par partir d'une manière un peu mauvaise dans l'autre monde, dans l'autre réalité. C'est comme ça, en fait, que beaucoup de gens arrivent même au suicide. Parce qu'il y a eu tellement d'intrusions, il y a tellement plusieurs voix dans leur esprit, il y a tellement plusieurs gens dans leur monde qu'ils ne savent plus comment exister. Ils étouffent, on va dire. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre que la rétention d'eau, elle est liée à un rapport à la protection qui est bafoué. Il n'y a plus de protection. De la même manière qu'il y a des personnes qui ne vont pas faire de rétention d'eau, mais qui vont avoir des inflammations sur tout le corps. Très souvent, ces personnes-là qui ont des inflammations sur tout le corps, des brûlures, des acnés, des zones de la peau qui sont très secs ou qui sont virulents, et ben vous verrez que c'est des personnes qui sont pleines de colère. Il y a vraiment du feu en excès, un feu qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas régulé, et très souvent, ça donne des personnes qui sont même très souvent addictes sur le plan sexuel. Parce qu'en réalité, l'intrusion vibratoire est vraiment la chose qui empêche le corps de se sentir protégé. Le corps a besoin de se sentir protégé, l'âme a besoin de se sentir en sécurité dans le corps. Je ne sais pas si vous voyez la différence. L'âme a besoin de se sentir en sécurité dans le corps, mais le corps, lui, a besoin de se sentir protégé. Comment le corps se sent protégé? Quelle est sa manière d'expérimenter la sécurité? Le corps expérimente la sécurité dans un environnement sain, avec des personnes saines, en étant capable de dire non, en étant capable d'affirmer son oui et son non sans aucune crainte, en étant simplement authentique. Votre degré d'authenticité en dit long sur votre capacité, en fait, tout simplement, à vous sentir protégé. Si quelqu'un n'arrive pas à être authentique à 100%,
c'est que cette personne ne se sent pas assez protégée ou guidée dans ce qu'il fait. La protection, c'est aussi de savoir dire qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, de plus puissant que vous, il y a une force divine, appelez ça comme vous voulez, vos ancêtres, le divin, la source, peu importe comment vous le percevez, mais c'est aussi le fait, la protection aussi répond à quelque chose de plus grand. Je sais que je suis guidé, je sais que je suis protégé, je sais qu'il y a une force, il y a un courant derrière moi qui m'accompagne. Et là, en fait, on rentre dans une mouvance, on rentre dans un état de flow beaucoup plus facilement. Et ce n'est pas simplement l'âme qui est dans son état de flow, le corps lui-même suit le rythme de l'âme. Donc, se sentir en sécurité est différent de se sentir protégé. Et si vous devriez faire une reprogrammation que j'ai pu faire, c'était sur 3 jours où je travaillais sur comment j'ai eu cette prise de conscience parce que j'ai dit, faut que je reprogramme mon corps. Donc, j'ai commencé à reprogrammer mon corps en parlant de sécurité. Et en fait, quand je disais je me sens en sécurité, ça résonnait pas chez moi comme si c'était quelque chose qui était déjà de l'ordre de l'acquis. Donc, du coup, je comprenais pas. Et ensuite, je parlais du fait de libérer facilement l'eau de mon corps et ainsi de suite, et l'énergie circule facilement. Et même ça, ça répondait pas, il n'y avait pas une résonance assez forte. Et c'est là, quand j'ai compris que le problème, la base fondamentale de tout ce que j'essaye de faire, se trouve dans comment est-ce que mon corps se sent en sécurité. Est-ce que mon corps se sent en sécurité? Et la sécurité du corps est la protection. Et je vous dis une phrase que j'ai écrite, c'est que la protection est pour le corps ce que la sécurité est pour l'âme. Vous pouvez l'écrire. La protection est pour le corps ce que la sécurité est pour l'âme. Donc, un corps qui se sent en protection, c'est un corps qui est orné, qui est vêtu, qui reçoit du soin, qui est considéré, qui est valorisé, qui est nourri comme il se doit, qui est préservé, qui n'est pas exposé au danger inutilement. La protection est pour le corps ce que la sécurité est pour l'âme. C'est votre âme qui a besoin de se sentir en sécurité dans votre incarnation. Mais le corps, il a besoin de se sentir protégé sur la terre. Donc, s'il y a un mantra que vous devriez utiliser, c'est « Mon corps se sent protégé. » Mon corps se sent protégé. Et c'est parce qu'il se sent protégé, justement, qu'il n'a plus besoin de s'auto-protéger. Mon corps se sent protégé. Mon corps se sent protégé sur cette terre. Vous voyez? C'est tellement différent. Et là, vous allez voir qu'il y a des tensions qui vont remonter. Et ces tensions-là viennent vous mettre en évidence toutes les zones qui ont été coagulées, où le système s'est ralenti, où les cellules se sont endormies, tout simplement parce que c'était la seule manière que le corps avait de durcir, de devenir ferme, de devenir comme une couche, ça aide contre l'hypervigilance, effectivement, de devenir cette couche ferme. Regardez, vous avez des zones, regardez certaines zones, là par exemple, j'arrive à me pincer. Si vous touchez, palpez votre corps, ok? Palpez votre corps et regardez les zones. Vous avez des zones qui sont plus molles les unes que les autres. Et vous allez réussir à vous pincer. Et vous avez des zones qui sont dures. C'est-à-dire que même si vous essayez de pincer là, c'est dur. Et vous constaterez en fait que c'est les zones qui a de la tension dedans. C'est lourd. Il y a des OEDM, il faut localiser le travail. Donc voilà. Ça aide contre l'acné, forcément. Moi, c'est mon ventre. Oui, il y a des gens qui ont le ventre super dur. Les OEDM ont rempli complètement le ventre. Ça, c'est ce qu'on appelle des OEDM. Mais en réalité, ce sont des tensions qui sont dans le corps. Et même si vous allez vous faire masser, si on appuie sur ces zones, vous pouvez vous retrouver à pleurer, ça fait mal. Parce qu'en fait, ce sont des mémoires qui n'ont pas été évacuées. Ce sont des douleurs qui sont encore là. Et c'est votre corps qui vous dit, tu souffres. Tu souffres, tu n'as pas évacué cette souffrance. Tu vis encore dans ton corps la douleur de ton accouchement. Tu vis encore dans ton corps la douleur de cette relation toxique. Tu vis encore dans ton corps parce qu'il y a plusieurs dimensions à laquelle nous vivons l'expérience. Il y a le mental, il y a l'émotionnel, mais il y a le corporel. Tu peux continuer à vivre dans ton corps des douleurs qui datent d'il y a 20 ans. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça donne... comment évacuer? Il y a des périodes où c'est mon dos et mes reins.
Ouais, bah après, le dos, c'est quelque chose qui est tellement... euh, En fait, au niveau du dos, vous devez savoir qu'au niveau de la zone, je vous ai partagé une photo. En fonction de la zone de votre dos, vous pouvez savoir de quelle peur ou de blessure il s'agit. Parce que les vertèbres vous donnent une indication sur ce qui a été vécu ou sur ce qui est ressenti. Donc c'est une indication. Et surtout, le dos, ça parle aussi des charges, des responsabilités, du poids, de beaucoup de choses que vous portez sur votre dos et surtout, certainement, du poids des accusations et ainsi de suite. Maintenant, les scolioses, toutes ces choses-là, c'est beaucoup de vent dans le corps. Vous voyez, les maladies des os, c'est l'absence de chaleur dans le corps. C'est pour ça que quand on projette de la chaleur à un certain niveau dans les pieds, comme l'autre choix je faisais, ou de manière localisée, c'est l'absence de chaleur. Ce qui crée de toute façon, la lenteur dans le corps, c'est le froid. Quand vous avez le corps, votre système digestif qui est lent, votre système métabolique qui est lent, c'est qu'il y a trop de vent qui est dans le corps. Et les vents dans le corps, ce sont les tensions, parce qu'on dit que l'eau qui est stagnée, ça devient comme elle gèle. Et c'est comme ça que vous avez dans votre corps des fréquences de stagnation. Et après, vous pourrez constater que dans votre vie de tous les jours, vous avez des situations ou des domaines de votre vie qui sont stagnants. Les pieds froids aussi, ouais, quand les extrémités sont froides là, c'est ça. Les vents, c'est quoi? C'est en médecine chinoise, on t'explique que il y a le yin, il y a le yang, il y a le froid et il y a le chaud. Le feu, finalement, et l'eau. Et en fait, on te dit que le véritable équilibre, c'est que les deux cohabitent ensemble, sans que l'un ne domine l'autre. Maintenant, quand quelqu'un a plus de froid, de vent dans le corps, ça crée certaines maladies liées à ça. Et quand quelqu'un a plus de feu dans le corps, ça va créer des maladies qui sont liées au feu en excès. Donc les inflammations, les problèmes de peau, les eczémas, l'acné, toutes ces choses-là, c'est tout ça. Et maintenant, ce qui est lié aux scolioses, là, scoliose en plaques, les douleurs d'os, toutes ces choses dans les ossements et tout, et bah ça, c'est directement lié au vent dans le corps. Parce que finalement, la stagnation est liée à la gèle. Vous voyez, quand quelque chose gèle, c'est du froid. Donc quand quelque chose, l'énergie stagne dans ton corps, on estime que c'est comme si ça avait gelé. Et ta peau, elle devient dure comme un caillou ou comme un glaçon. Il n'y a rien qui bouge. C'est ça. Le côté gauche, c'est la mer. On peut rééquilibrer une scoliose ou autre malformation avec un rééquilibrage énergétique. Moi, je pense qu'à certains niveaux, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de la parole, de la reprogrammation. Ça, j'en suis consciente. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'ordre purement éthique et professionnel, je ne conseillerais pas à quelqu'un de ne pas voir de médecin ou autre chose. Parce que j'ai pas à prendre cette responsabilité. Je pense tout simplement qu'il faut éviter les médicaments chimiques, toutes ces choses-là, et privilégier le fait de comprendre que la santé, c'est un état, c'est un regard actif sur soi-même. La santé, c'est un état qui se préserve, c'est une fréquence, la santé. Je pense que la kinésiologie, même si je ne l'ai pas fait, ça revient un peu à ce que je fais avec la radiesthésie, c'est la même chose. Au final, ça suit les mêmes principes. Et ben moi, je valide ce domaine. Je valide vraiment ce domaine. Le manque de fer aussi est répandu, c'est normal, c'est un manque de vitalité. Le manque de fer, c'est le manque de vie. La preuve en est que ceux qui manquent du fer, ils sont dévitalisés. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui avait une carence en fer qui était énorme. J'étais anémique. Je ne le suis plus. J'avais de l'anémie. Mais je n'ai plus d'anémie. Parce que, en fait, le jour où j'ai compris que le manque de fer, c'est l'absence de vie, j'ai mis plus de plaisir dans ma vie. Et plus j'ai commencé à avoir du plaisir dans ma vie, moins j'ai eu des crises d'anémie. J'étais arrivé même à un niveau où mon corps, il absorbait même pas le fer. Donc, je pouvais prendre tous les médicaments de fer, toutes ces choses-là, ça rentrait pas. Manque de vie, ça veut tout dire. Manque de joie. Manque de vitalité. Où est-ce qu'on trouve la vitalité dans la joie? On trouve la vitalité dans la joie. Et puis, écoutez, je ne suis pas GPT.
S'il vous plaît. Vous avez tous des abonnements sur ChatGPT, vous envoyez la question, vous dites qu'est-ce que ça veut dire vibratoirement, spirituellement, énergétiquement et émotionnellement. Je ne suis pas ChatGPT, hein. Calmez-vous. Regardez, l'autre jour, je suis parti au Beauty Exchange. Je suis tombé, j'ai donné ça comme conseil à des personnes qui étaient dans mon groupe. Et j'ai dit, aujourd'hui, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez vous vendre le produit que vous voulez vendre. Si vous ne pouvez pas vous le vendre, alors ne le vendez pas. Ça déjà, c'est un truc que... C'est la règle numéro 1. Si tu ne peux pas te vendre à toi-même ce que tu vends là, ne le vends pas. Même si au départ, vous regardez des personnes qui explosent en volant, vous remarquerez qu'ils finissent toujours par tomber à un moment donné. Ou que ce qu'ils utilisaient pour voler finira par tomber. Ce qui restera ne sera que ce qui est vrai. La vérité est la seule chose qui demeure sur la longévité, sur le temps. Donc si vous vous croyez trop malin à vous dire que ouais, je vais mentir sur la qualité des produits, je sais pas quoi, c'est de la merde. Ça, faut vraiment avoir un esprit de manque pour faire ça. C'est quand tu as un esprit de manque et de rareté que tu as l'impression que tu es obligé de prendre des trucs moins chers et de mentir sur la qualité des produits parce que tu as trop peur de ne pas pouvoir faire des marges. C'est de la merde en fait. Vous devez vraiment comprendre quelque chose. Les vraies lois du commerce, c'est des lois qui sont basées sur l'éthique. Le commerce, quand on parle dans les religions de commerce, on parle de balance. Et la balance, en symbolique, elle parle de la justice, de l'équité. Elle parle de... La balance, elle représente la justice, elle représente l'équité, elle représente la valeur juste de ce que vous faites et de ce que vous transmettez. Donc si toi, tu ne trouves pas juste d'acheter quelque chose, sache que tu ne devrais pas trouver juste de le vendre. Si moi, personnellement, je vous propose quelque chose et que moi-même, je ne peux pas payer chez quelqu'un d'autre ce que je suis en train de proposer, je ne le vendrai pas. Si ce que je veux vendre ne me donne pas une pleine satisfaction quand je le regarde, je ne le vendrai pas. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre, c'est pour vous déjà. C'est-à-dire que si ce que tu veux vendre ne correspond pas à quelque chose qui te stimule ou qui apporte de la sympathie dans ta vie, tu ne devrais pas. Par exemple, là, si quelqu'un est logique, il se dirait quoi? Je suis arrivé, j'ai mis tellement d'argent dans ce voyage, il faut que je rentabilise à mort, il faut que je fasse ceci. C'est-à-dire que là, je rentre, les gens ils veulent acheter les produits, allez, je leur vends. Les gens ils veulent faire ceci, allez, je ne peux pas faire ça. Je respecte trop mon énergie pour ça. J'en ai rien à faire, même si j'ai mis 10 000 € dans un voyage et que je rentre et que je ne vends rien, il faut apprendre à valoriser l'argent sous toutes ses formes. L'argent n'est pas simplement l'argent physique que vous recevez. L'argent, c'est la valeur. Remplacez argent par valeur et vous allez comprendre que l'argent, c'est de la valeur. Parfois, toi, tu vas aller quelque part, tu vas te dire, j'ai rien gagné. Tu n'as rien gagné de monétaire, certes. Tu as peut-être même dépensé monétairement parlant. Mais tu as gagné une expérience folle. Tu as gagné des contacts. Tu as gagné des personnes. Tu as gagné des ouvertures. Que seul, loin, assis dans ton pieu, tu n'aurais jamais ouvert. Et c'est là que beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ne voient l'argent que sous une seule forme, sa forme monétaire. L'argent, vous devez le voir sous sa forme énergétique et comprendre que c'est une valeur qui se met au service des individus et qui régule les flux et les échanges entre les individus. Ce qui veut donc dire, l'opportunité que quelqu'un vous donne, c'est plus que de l'argent. Et moi, j'ai de la reconnaissance envers les personnes qui ne se contentent pas de croire qu'ils t'achètent avec de l'argent. Parce que le temps d'une personne est plus précieux que son argent. L'argent, c'est quelque chose qu'on peut faire. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne récupère pas et c'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas en fait. Donc quand quelqu'un prend 2 semaines, 1 mois à me chercher un laboratoire pour que je puisse pouvoir donner l'expansion et l'impulsion que je veux à mon entreprise, comme Inaël aime bien dire, je raconterai ça dans mon livre. C'est vraiment de ça qu'il s'agit en fait.
Et vous devez apprendre à apprécier et à regarder au peigne fin la manière dont l'argent arrive dans votre vie. C'est de l'argent qu'elle m'a donné. Vous êtes constamment en train de chercher où est l'argent, où est l'argent. L'argent se trouve déjà dans vos relations. L'argent est déjà disponible, vous ne le voyez juste pas en fait. Vous savez combien de temps et d'énergie j'ai économisé? Ou combien de yuan j'ai économisé à avoir Charlotte avec moi, qui était mise devant, quand on négocie les prix, toutes ces choses-là. Ce qu'on va accorder à Charlotte, on ne va pas me l'accorder. Quand je vais dire please, ils vont entendre please, ils vont baisser de 5 yuan. Quand c'est Charlotte qui dit ron, ron, ils descendent. Ils descendent. Donc, est-ce que vous comprenez que, excusez-moi, parce qu'il faut mettre un peu de rigolade dedans, mais vous avez compris? Donc tout ça là, c'est de l'argent. Ou bien, la valeur, c'est ça. Maintenant, dans tout ça, je me suis retrouvé là. J'ai vécu une expérience vraiment différente. Et puis, je suis venu avec ma fille. Ça veut dire que même dans nos relations, j'ai gagné dans la relation avec ma fille. J'ai compris certains mécanismes encore qui devaient être régulés. J'ai compris là où je devais moi me réguler. Là où je pensais que j'avais raison et que j'avais pas raison en fait. Donc, j'ai gagné. Ça, c'est de l'argent. Parce que payer les lourds psychologues pendant 3-4 ans... Payer les avocats si un matin la délinquance frappe à la porte, vous voyez que j'ai économisé l'argent. Hein? Donc, il y a ça. Ensuite, dans ma relation, avec la personne avec qui je suis, avec qui je partage ma vie, pareil. L'absence que ça a créé, mon départ, toutes ces choses-là, oh non, c'est vraiment quand on est la personne la plus importante qu'on aime n'est pas là, qu'on se rend compte de son importance, nanani, nanana, kakakakakaka. Vous connaissez les histoires de l'ovance à distance, hein. C'est intense vraiment de tous les sens du terme, des choses de 16 ans, des petites blagues de 16 ans, mais ça fait du bien. J'ai gagné dans ça. Ensuite, sur le plan purement commercial, j'ai découvert d'autres choses. J'ai pu converger mes idées avec Charlotte Fatou. Donc, c'est le fait de parler avec elle un peu tous les jours. Ça veut dire que les sens de vue opposés ont été bénéfiques pour moi. Fatou a dit quelque chose, après je découvre, ouais, t'as raison, mais finalement, est-ce qu'on peut pas le voir comme ça? Une grande amélioration, une grande perception, une perception plus fine, plus améliorée de la situation, du monde, de l'expérience de la vie, tout simplement. J'ai gagné dans ça. L'autre jour, on a fait un live. Je me suis connecté à quelle heure? Il était plus de 4 heures du matin. Il y avait 300 personnes sur le live. Il y en a qui font 10 000 personnes. C'est OK. Mais vous savez, c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir et avoir 300 personnes qui restent là, accrochées sur un live jusqu'à 4 heures du matin. Comme vous qui êtes là. Je valorise ça, en fait. Je valorise... J'aborde pas des sujets qui sont des sujets de basse classe. Je suis pas dans les sujets de... Oh non, l'autre il a mis Bangala dans le trou dans Bangala ou je sais pas quoi. Il faut reconnaître la situation. On est dans un sujet, on est dans des sujets qui peuvent ne pas être appréciés par tout le monde. Je veux dire, c'est des sujets de spiritualité, ça peut être compliqué pour certains et pourtant, même quand c'est un peu compliqué à comprendre, les gens sont là, ils s'accrochent. C'est de grâce. C'est une faveur de capter autant d'attention. Je pense qu'en live, on s'en rend pas compte. Mais 175 personnes dans une salle, 300 personnes dans une salle, c'est beaucoup de personnes qui viennent t'écouter. C'est parce que les choses ne sont pas concrètes, on n'arrive pas forcément à les imaginer qu'on ne s'en rend pas compte. Et pendant tant d'heures, que les gens soient là, ils écoutent, qu'ils ne sont pas en train d'écouter des scandales de qui a couché avec qui, que qui a fait quoi, qu'ils écoutent l'enseignement, les choses spirituelles, des choses qui nourrissent leur existence. Putain, mais c'est la folie. C'est la folie. Moi, je me sens béni en vrai. C'est un délire. Mais vraiment, je me sens... Et puis, les gens, ils se font des rencontres dans les lives et tout. C'est trop bien. Et quand on se rencontre, genre, dans des événements... Ah, t'es tel, je suis tel dans TikTok, je suis tel dans TikTok.
c'est une vraie communauté. Donc, moi, je sais que j'ai pas la plus grosse des communautés, mais j'ai une communauté qui est tellement engagée. Et ça, c'est une grâce. Et venir en voyage en Chine, bah, le fait d'être en distance, il y a la distance horaire, toutes ces choses-là, bah, je me suis rendu compte que, ouais, en vrai, j'ai vraiment une communauté de ouf parce que même quand j'ai lancé des lives, l'autre fois, j'ai lancé un live, il était 3 heures du matin, enfin 2 heures du matin, les gens, ils étaient là. Je me suis dit, non, c'est trop, c'est tellement grand, c'est vraiment puissant et je valorise et je gratifie ça. Et finalement, qui sont mes clients? Mes clients, c'est ces personnes qui sont là. C'est des personnes qui vont entendre parler de ce que je fais de par les clientes qui étaient déjà là et ainsi de suite. C'est-à-dire que les chiffres que j'arrive à réaliser ne sont pas, dépassent réellement ce qu'on peut voir lors des lives. C'est pas 175 personnes qui sont mes clients. Il y en a beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Et je valorise ça et je valorise la vie pour ça. Donc, pour l'expérience, quand tu regardes la situation, parti en Chine, ça a été un moment aussi où j'ai travaillé sur moi, je me suis observé et j'ai eu le temps de me régénérer. C'est pour ça que je vous dis que l'argent que vous voyez là, il faut savoir le considérer dans ses moindres recoins. Et c'est ça que je disais à mon ami, je parlais avec Charlotte, je parlais avec Fatou, j'ai dit, il y a une expérience que moi, j'avais jamais racontée, genre sur Insta ou autre chose. Et j'ai parlé de ça à Fatou. Maintenant, je peux en parler parce que je trouve que j'ai guéri de ça, en fait. Je lui ai dit, tu vois, quand il y a eu tous les scandales qu'il y a eu sur les réseaux et tout, il y a un jour où j'avais vraiment plus rien. Parce que tous les clients avaient annulé les rendez-vous parce qu'ils avaient entendu que, oh non, je suis comme ça, je suis une sorcière, je suis mauvaise, nanani, nanana. J'avais eu des annulations et j'avais eu des personnes qui avaient considéré qu'elles ne voulaient pas être associées ni à moi, ni à l'autre. Ok. Sauf que moi, dans cette période de ma vie, c'était déjà très complexe au vu de l'état dans lequel j'étais et tout. Et c'était dur. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Tu sais, le jour où j'ai commencé à considérer 1 centime dans ma vie, c'est le jour où je me suis retrouvé, il y avait Zia à la maison, il y avait Erin, il y avait Charlotte, il y avait Inaya, et il y avait une jeune capverdienne comme ça qui s'appelle Elodie, que j'hébergeais parce qu'elle arrivait en France et qu'elle ne savait pas où vivre, et je l'hébergeais. Donc ça veut dire que sous ma responsabilité à ce moment-là, j'avais autant de personnes. Et on connaissait que Princesse, elle est forte. Princesse, elle sait gérer. Donc les gens ne voyaient pas à quel point, même dans la maison, ils ne se rendaient pas compte à quel point j'étais complètement au sol. Et ça, ce jour-là, il n'y avait plus rien dans le frigo. Et je suis parti dans la douche, je me suis douché, j'ai dit je me lave pour aller faire des courses. Sauf que je n'avais vraiment plus rien. Vraiment plus rien du tout. Et que même les petits argents que j'avais mis dans mes sacs, des trucs comme ça, même ça, j'avais plus. Donc, je me lève pour aller faire des courses sans savoir comment je vais les faire. Je vais dans la douche, je prends ma douche, je me dis, Seigneur, je mets l'eau vraiment fort, je mets la musique à fond pour qu'on ne m'entende pas pleurer. Et je dis à Dieu, s'il te plaît, tu vois, là, tous ces enfants-là, finalement, toutes ces personnes, tu les as mis sous ma responsabilité. Si maintenant je dis que je ne sais pas comment leur donner à manger là, est-ce que toi-même ça te plaît? Est-ce que toi-même là ça ressemble à... Toi, tu peux pas faire ça. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, pas la honte jusqu'à ce niveau. S'il te plaît. Là, surtout j'ai compris. Vous voyez moi l'habitude que j'avais de jeter les pièces par terre là. De ne pas valoriser les pièces. Je jette. Il y a des pièces même qui passent à l'aspirateur, on n'en a rien à foutre. On se dit que bon, qu'est-ce qu'on va faire avec des centimes? C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi 1 centime avait sa propre pièce. Parce que si je manquais de 1 centime à la caisse, on ne m'aurait pas donné les trucs. Si je manquais de 1 euro, on ne m'aurait pas donné les courses. Donc si on peut vous empêcher d'acheter un pain ou une baguette pour 80 centimes, il vous manque 1 centime, peut-être c'est 82 centimes, il vous manque 2 centimes et qu'on ne vous donne pas la baguette, vous comprenez que 2 centimes a de la valeur. Et c'est là que j'ai dit à mon ami Fatou que c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à considérer, à apprendre à respecter les petites choses dans ma vie. Vous voyez ou pas? Et si tu ne respectes pas ce qui est petit,
Ça, c'est ce qu'on dit dans la Bible. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses ou même dans les petits commencements, on ne t'en confiera jamais des grandes. Et c'est ça une erreur que beaucoup de gens font. Si par exemple, il y en a qui gagnent pas d'un coup 300 000 euros, ça n'a pas de valeur pour eux. Et ça, c'est quelque chose, recommencer, c'est pour ça que je dis toujours recommencer est plus difficile que commencer. Parce que quand tu as été habitué à gagner certaines sommes, après, tu sais plus comment regagner petit à petit. 100, 200, ça te paraissait tellement lointain que tu sais plus comment faire ça. Mais vous devez apprendre à valoriser chaque chose. Ne laissez pas la vie venir vous enseigner ces choses-là, parce que ça risque d'être radical. Vous devez apprendre à remercier. Tu as ton site internet, il y a une seule cliente qui a passé commande, remercie. Merci à la vie. Merci pour cette commande. Je sais que d'autres arrivent. Le lendemain, une seule cliente, merci à la vie. Je sais que demain, d'autres arrivent. Et tu verras que, naturellement, 1, 2 commandes, 4, 6, 8, parce que l'univers, c'est la multiplication. Il n'y a pas d'addition, c'est de la multiplication. Ça vient toujours par multiples. Et c'est là que tu vas commencer à te dire que, il faut remercier la vie. Remercier votre créateur. Et bénir ce que vous avez déjà pour que ça se multiplie. Ça, c'est la plus grande leçon que j'ai appris de tout ce que j'ai pu vivre dans cette période-là, dans ce cycle. Si tu ne bénis pas ce que tu as, ça ne va jamais se multiplier. Et si tu ne bénis pas ce que tu as, tu vas laisser des termites qui vont venir manger ce que tu as. Et même ce que tu avais là, même ça là, même ce que tu n'avais pas, on va te l'enlever. Et ça, je pense que c'est important que vous puissiez, comme je le disais, pour revenir sur le sujet de l'argent, comprendre que vous devez transformer argent par valeur. Si vous transformez argent par valeur, vous comprendrez en fait qu'il y a de l'argent partout et parce qu'il y a de la valeur dans tout. Voyez ça de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, les expériences, en tout cas, tu es une des personnes sur TikTok, quand tu parles, il y a quelque chose derrière. J'ai pas compris. Tu as beaucoup mûri même en 1 an. Mais oui, parce que je mûris. Mais je peux pas être trop mûr aussi. Je vais toujours envoyer des pics. Je vais toujours envoyer des pics quand... Je vais toujours faire ça. J'essaye de me contenir, ça marche pas. Mais en tout cas, je vois la vie en toute chose. Soit on voit la mort partout, soit on décide qu'on voit la vie. Et moi, je vois la vie dans tout ce que je fais. C'est bon de vivre. Franchement. Et vous devez vraiment vous accrocher à ça. C'est bon de vivre. Faut kiffer votre vie en fait. Moi, je vois pas c'est quoi le but. Je me rappelle que j'avais fait un exercice quand j'avais lancé Metanoia. Parce qu'au moment où j'avais le truc sur l'échange, j'avais un autre espace à la Folie Méricourt où j'avais lancé la formation là-bas. Donc, quand j'ai lancé Metanoia là-bas, il y a un exercice qu'on avait fait et qui consistait à visualiser le jour de notre décès, le jour de notre deuil. Qu'est-ce que les gens diraient? Et franchement, je trouve que faut pas avoir peur de faire ça, mais c'est très puissant à le faire. De quoi on se rappellera? De quoi voulez-vous qu'on se rappelle à votre sujet? Moi, personnellement, j'aimerais que quand on parle de moi, on se rappelle de l'espoir. J'aimerais que les gens qui parlent de moi se rappellent d'un symbole de foi inébranlable. Parce que vraiment, je pense que s'il y a un mot qui me définit, c'est la foi. C'est pas que genre je connais trop bien les textes ou autre chose. Hein. C'est que j'ai une foi. Putain, je sais pas qui peut m'enlever ça. Je sais pas si c'est encore possible qu'on puisse... Peut-être qu'il me restait... Peut-être que j'étais à 95%. Et que ça aurait pu encore... J'aurais pu encore douter. Mais là, ce degré-là, je peux pas. Et moi, je pense que c'est important de... Il y a des exercices comme ça que tout individu devrait faire pour trouver un sens à sa vie. Parce que je crois que c'est ça qui me manque. Donner un sens à la vie. Et ce sens, il n'a pas besoin d'être appréciable par les autres. Et c'est pour ça que moi, la deuxième chose dont je voudrais qu'on se rappelle, la troisième chose dont je voudrais qu'on se rappelle de moi, il y a l'espoir, il y a la foi, et le troisième mot, c'est l'inspiration. Merci Marie. C'est l'inspiration.
c'est l'inspiration de tes lives dans ta chambre à la Belgique. À Angers, tu t'es assagi. Et c'est ça. C'est l'inspiration. Moi, je veux que quand il y aura des petites filles qui vont être au lycée, au collège, elles se disent, ouais, faut que... Ah, moi, j'aimerais bien ressembler à Princesse Yati. Vous voyez comment il y en a qui se disent, ouais, mon goal, c'est Serena Williams. Et ben, moi, j'aimerais bien être une source d'inspiration pour les jeunes filles. Quand Inaya, on lui avait demandé qui est ton modèle et qu'elle a dit sa propre mère, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et je lui ai demandé une fois, mais pourquoi tu dis que je suis ton modèle? Elle a dit, bah parce que moi, je trouve que chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, eh bah, tu le fais. Et je trouve que tu n'abandonnes jamais, je sais pas, t'es toujours en train d'aller à fond dans ce que tu fais et tout. Et je trouvais ça trop mignon. Vous voyez? Ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Même quand je rencontre ses copines, elles me voient, c'est trop mignon. Madame, vraiment, madame, on vous voit sur les réseaux. Madame, ma mère, elle a acheté vos produits. Mais c'est trop mignon. Franchement, moi, je me dis, mais c'est trop bien. Genre, j'inspire des générations. Et ça, c'est trop bien. Et quand je rencontre des femmes plus âgées, comme Tata Colette, moi, ça me console. En vrai, ça m'apporte beaucoup de consolation parce que je me dis, peut-être que ta mère, elle a jamais eu de reconnaissance vis-à-vis de toi, mais il y a des femmes qui sont des mères et qui te donnent de l'amour. Et l'autre fois, je parlais avec mon compagnon et je lui disais ça. Je disais, parce qu'il me disait, oui, t'es tellement... Il me parlait du fait que j'étais bonne vis-à-vis de sa mère. Et je lui ai dit, ben en fait, c'est pas pour toi. Parce que en gros, il me parlait du rapport, il comparait le rapport qu'il avait avec ma mère et le rapport que j'avais avec sa mère. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ta mère, je suis bonne vis-à-vis d'elle parce qu'elle a été la première à me montrer de la bonté. Et cette bonté qu'elle m'a montrée, c'est pas par rapport à toi. Ça se voit que c'est sa nature d'être comme ça. Elle m'a accueilli, genre quand je venais pour la première fois. Vous savez, c'est puissant que ta belle-mère, pardon, elle t'accompagne dans ton village. C'est-à-dire que moi, je devais aller au village pour faire tout ce qui est tradition, toutes ces choses-là. J'allais nourrir les crânes de mes ancêtres, tout ça, parce que je suis bamileke. Vraiment, ça aussi, c'est une grâce vraiment où il faudra marquer ça sur ma tombe. Et puis, genre, c'est une faveur que la vie me fait pour avoir une belle-mère toxique avant elle. C'est une faveur que la vie m'a offerte de me retrouver là. Genre, j'ai ma belle-mère qui vient, qui se dit que je suis seule, que je suis venue toute seule, que ma mère, elle m'a pas accompagnée, que je suis un peu livrée à moi-même. Qu'elle prend l'initiative, en étant malade, de m'accompagner jusqu'au village, là, de prendre les heures de voiture, de m'accompagner jusqu'au village alors qu'elle a les jambes qui lui font super mal et d'être là, d'attendre que je finisse toutes les traditions que j'ai à faire. Mais ça, je trouve ça, c'est d'une puissance. Et je lui ai dit justement que je suis bonne envers elle parce qu'elle a été bonne envers moi. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher l'amour de ma mère jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'ai rencontré des femmes au cours de mon histoire qui n'étaient peut-être pas ma mère, mais qui étaient des mères pour moi. Et c'est le plus important. Je veux dire, en réalité, ta mère, elle n'est pas ma mère, mais en tout cas, elle a pris cette posture-là de me donner un amour maternel. Et ça, je ne peux que lui rendre par de l'amour, tout simplement. C'est-à-dire que même si demain, toi et moi, on n'est plus ensemble, j'aurai toujours cet amour parce qu'il y a une relation qui s'est créée. Et ça, c'est important que vous puissiez vous rendre compte que parfois, vous courez après des choses dans votre vie. Vous courez après votre frère qui vous a pas considéré, votre sœur, votre mère, votre tante, votre ceci. Moi, c'est des inconnus qui m'ont donné de l'amour. C'est des inconnus qui m'ont fait, si on veut s'asseoir. J'ai pas reçu grand-chose des gens de ma famille. Faut qu'on se dise la vérité. Ce sont des inconnus. La première femme qui m'a démontré, comme on dit, de l'amour maternel, c'était une femme blanche. C'était une femme blanche, portugaise, Madame Garcia, qui a été la première, comment on appelle, la famille d'accueil dans laquelle j'avais été quand j'avais 13 ans, 12 ans. Et c'est elle qui m'a démontré de l'amour. Et je trouvais ça même étonnant. Elle me faisait des câlins, je la regardais en mode, mais pourquoi elle me fait des câlins? Genre, qu'est-ce qu'elle me veut? Et elle était pleine d'amour. Et il en faut des femmes comme ça, parce que elle a vraiment choisi d'être famille d'accueil, même pas pour l'argent ou autre chose, parce qu'elle était très bien dans sa vie avec son mari. Elle a vraiment choisi d'être un ange.
pour tous ces enfants abandonnés, mis de côté, complètement livrés à eux-mêmes. En tout cas, moi, ça a été mon ange. Ça a été un ange terrestre à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de repères et que je ne savais pas à quoi ressemblait la vie d'une autre manière que par la violence, en fait. Et vraiment, je vous dis, on rencontre des gens comme ça. Et j'ai une autre personne qui s'appelle Sabrina. Et c'est quand je suis tombée enceinte, toutes ces choses-là, et bah, elle était vraiment... En fait, c'est la seule personne qui m'a pas jugée, qui m'a ouvert sa porte, toutes ces choses-là. Et l'autre jour, c'était la fête des mères et j'ai envoyé un message sur Snap et je lui ai dit « Oh, tata Sabrina et tout », parce qu'elle est jeune. Donc, en vrai, ça aurait pas pu être ma mère parce qu'on n'a pas beaucoup d'années de différence. Mais je lui ai dit « Bonne fête des mères parce qu'à un moment de ma vie, tu as été une mère pour moi. » Ça veut dire qu'à un moment donné, là où je devais avoir de la protection, être préservée et ne pas être livrée au monde, c'est toi qui m'as encerclé comme une mère, elle encercle un enfant pour lui donner l'amour et la cajoler dont elle en avait besoin, dont elle en a besoin et tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, souvent on court après des choses parce qu'on n'arrive pas à regarder les autres choses qui sont disponibles. C'est ok en fait. La vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas... Je sais pas comment vous dire ça, mais vous souffrirez trop à attendre de ceux qui ne sont pas capables de donner. Vous allez trop souffrir à attendre de recevoir quelque chose qui n'arrivera jamais. Vous voyez? Vous allez trop souffrir à attendre ça. Alors, ce qui est important, c'est de regarder ce qui est là. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette phrase « Que tiens-tu dans ta main ?» Parce que ça me renvoie à me demander, finalement, qu'est-ce qui est important? Là, maintenant, tout de suite. Toi, tu cours après telle personne. En réalité, cette personne, elle n'a jamais été là. Pourquoi, en fait, sa présence apporterait réellement quelque chose dans ta vie aujourd'hui? Tu cours après tel ceci, mais cette personne n'a jamais été là. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi vous allez continuer à chercher dans des relations familiales, amicales ou autre chose, ce qui n'a jamais existé? Vous courez après un idéal. Parce que dans votre idéal, une mère est censée aimer son enfant. Un père est censé être là pour sa fille. Une famille est censée être unie et soudée. Ça, c'est l'idéal. Sauf que l'idéal n'est pas toujours la réalité. Surtout un idéal que vous ne pouvez pas maîtriser. Par contre, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de vous rendre compte tout simplement de ce qui a été manquant et de décider de vivre autrement. Ce n'est pas dit forcément que vous serez plus heureux ou plus heureuse avec ce après quoi vous courez. C'est pour ça que je parle d'acceptation. C'est pour ça que je dis que vous devez accepter votre vie telle qu'elle est maintenant. J'accepte cette vie telle qu'elle est maintenant. Je m'épanouis dans cette réalité actuelle. J'apprécie cette expérience telle qu'elle est maintenant, pas autrement. Et ça change tout. Et ce qui auparavant, finalement, suscitait chez vous trop d'attention, je dois trop recevoir, mais en fait, vous allez commencer à vous nourrir de sources qui sont déjà là et qui sont prêtes à vous offrir. Depuis le jour où j'ai décidé de couper les ponts, concrètement, parce que j'en avais clairement... Je ne voyais plus l'utilité d'essayer quoi que ce soit, en tout cas concernant ma mère. J'ai essayé durant des années, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai tout essayé. Le jour où j'ai décidé de couper les ponts, ça a été libérateur pour ma vie. Et vous savez quoi? Ça a accéléré. Ça a accéléré en fait ma relation affective avec ma fille, avec mon compagnon, avec tous ceux autour de moi. Parce que je me suis rendu compte qu'à force de me focaliser sur l'absence d'amour et le fait de ne pas recevoir de l'amour, ben en fait, je commençais à créer cette réalité où je ne m'ouvrais pas à recevoir de l'amour. C'est-à-dire que j'étais tellement focalisé à « je veux recevoir l'amour de telle personne » que je ne voyais pas la présence et l'amour rempli de l'autre côté, en fait. Ok, ça ne viendra pas de la même personne, mais finalement, qu'est-ce qui est important?
c'est de recevoir de l'amour et de vivre une expérience riche, ou c'est simplement de t'asseoir et de courir après un idéal qui n'existe pas. Parce que dans les faits, cette version de la personne que tu veux et que tu espères n'existe pas et n'existera certainement jamais. Si ça change, ça sera une surprise positive. Mais ça ne changera pas. Les gens sont ce qu'ils sont. Et ils intensifient. Soit tu es comme du bon vin qui se bonifie avec le temps, soit en fait tu es quelqu'un de méchant parce que tu as choisi que tes propres blessures, que tes propres, c'est-à-dire tes propres douleurs, ta propre méchanceté était la seule solution, le seul exécutoire que tu avais pour expérimenter. C'est de la faiblesse, mais c'est une faiblesse qui est là, qui est réelle et qu'on ne peut pas en fait aller à l'encontre de ça. C'est de la faiblesse pour une personne de se dire « je vais tout simplement m'attaquer aux autres pour me sentir beaucoup plus vivante et pour survivre ». Sachez qu'il y a des gens que pour survivre, ils ont un instinct de tueur. C'est même plus de leur faute. C'est-à-dire que pour survivre, vu l'état dans lequel ils se trouvent sur le plan vibratoire, ils ont besoin de tuer pour survivre. Toi, tu t'assois, tu veux transformer un tueur en amour. Tu veux transformer quelqu'un qui a brisé tellement de vies en quelqu'un qui calme, qui apaise, qui est aimant. Ça marche pas, oh. Ça marche pas. Et ce jour-là, le jour où je coupais les ponts, j'ai dit, en fait, à un moment donné, je dois faire le choix entre être ta fille et être une mère et une femme dans mon foyer. Si je continue à courir après ce foyer destructeur qui ne m'a pas porté et qui ne m'a pas aidé, ben en fait, je serais toujours en train d'être dans ce foyer, dans cette maison qui n'est pas la mienne. Et je comprenais mieux pourquoi je faisais des rêves parfois où je me sentais... Toujours, je me voyais dans la maison de ma mère, je me voyais dans la maison de ma grand-mère. Comme si, en fait, on me disait que t'es pas chez toi. T'es dans l'autre maison. Et c'est ça que j'ai commencé à comprendre et que j'ai commencé à transmettre en disant, vous devez faire la différence entre la famille dont vous sortez et le foyer que vous êtes en train de bâtir. Ton foyer commence par toi-même. Tu es déjà une famille. Tu portes en toi toute ta descendance. Tu es déjà une lignée, une génération à toi toute seule ou tout seul. Donc déjà, tu dois commencer à te voir comme étant ta propre famille. Tu es issu d'une famille, oui, mais tu es appelé à bâtir, à incarner ta famille. Et ainsi de suite. C'est comme ça que la transmission se fait. Et maintenant, quand tu comprends ça, tu commences à regarder mon enfant. Si vous êtes parent, il y a beaucoup de femmes qui aiment bien se considérer comme « je suis une femme seule ». Moi, j'ai dit à une cliente à moi d'arrêter de dire ça. Arrête de dire en tant que maman solo. C'est quoi vos délires là? Je lui ai dit arrête de t'identifier de cette manière. Arrête de t'identifier de cette manière parce que tu vas maintenir cette vibration dans ta vie et tu resteras cette maman solo. Tu dois comprendre quelque chose. Il y a des femmes. Quelle est la différence? J'ai dit finalement c'est quoi? Tu ramènes l'enfant à l'école. Tu t'occupes de l'enfant physiquement ou autre chose. On est d'accord? Elle me dit oui. J'ai dit bon maintenant, il y a des femmes, par exemple les femmes dont le mari est militaire. Est-ce qu'elles voient leur mari tous les jours? Non. On pourrait aussi considérer qu'elles sont des mamans solo. Parce qu'en réalité, elles assument la charge mentale de l'éducation des enfants toutes seules. Donc, tu vois que ça n'a aucune valeur de dire « je suis maman solo et célibataire ». T'es une femme célibataire ou pas. Mais tu peux pas venir dire « maman solo ». Parce qu'en réalité, cet enfant, il a un père. Maintenant que ce père décide de prendre son rôle en main ou pas, ça le regarde. Mais quand tu dis « maman solo », ça veut dire que tu effaces l'idée et la possibilité en fait qu'il y a une énergie masculine qui peut venir remplir cet espace. Tu t'enfermes dans la solitude. Je sais pas d'où ces termes nous sortent. C'est de la folie en fait. Tu t'enfermes dans la solitude. Ne prenez pas du plaisir à prendre des circonstances de la vie pour en faire des appellations pour vous-même. Oh non, SOPK girl, endométriosis girl, oh non, maman solo girl, oh cancer girl, oh ceci girl. Mais il y a quoi d'excitant à ça? Il n'y a rien d'excitant. Il n'y a rien d'excitant. C'est une malédiction que vous mettez sur vous.
à répéter des phrases comme ça constamment. Je suis solo, je suis solo, je suis solo, je suis solo. Et après, tu vas pas comprendre pourquoi tu vas devenir nerveuse quand tu auras des gens dans ton entourage. Quand tu auras un homme dans ton entourage, tu vas devenir nerveuse. Oui, pourquoi Auntie, je comprends pas Naïbutse? Je comprends pas. Pourquoi vouloir toujours être autre chose que vous? Tu peux aussi dire je suis princesse Chassis, je suis Chantilly Lover, je suis Kiss Isis. Pourquoi se définir par autre chose que votre identité de naissance? Vous êtes tant de choses. Vous êtes tant de puissance. Vous êtes tant de pensées, je sais pas, c'est quoi cette manière de s'enfermer dans des cages? Et ça, c'est un truc que moi, je vous ai dit. Je me suis posé, j'ai dit, qui est dans mon foyer? Moi, ma fille, mon chéri d'amour que j'aime trop.